Alors, bon matin tout le monde. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'économie du travail ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. La Commission est réunie ce matin afin de procéder à l'étude des crédits du volet tourisme pour l'exercice financier 2014-2015. Une enveloppe de 2 heures est allouée pour l'étude de ces crédits. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Madame Rouart-Tabasca est remplacée par Madame Soucy-Saint-Hyacinthe. Je vous remercie. Il n'y a pas de remarques préliminaires prévues ce matin. Nous procéderons donc, avec votre consentement, à une discussion d'ordre général par bloc d'environ 20 minutes, incluant les questions et les réponses, en alternance entre le groupe parlementaire formant le gouvernement et les députés de l'opposition. Les crédits relatifs à ce sujet seront votés avant la suspension ce matin. Je suis maintenant prêt à reconnaître une première intervention de l'opposition officielle pour un premier bloc d'échange. Monsieur le député de Bertrand, la parole est à vous. Alors, merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'entrée de jeu de saluer la ministre du Tourisme, la députée de Bellechasse, que je connais maintenant depuis plus de 10 ans, parce que nous siégeons ensemble ici dans cette Assemblée nationale depuis 2003. Et puis, je reconnais en elle son professionnalisme et puis son sens du travail bien fait. Je salue aussi son chef de cabinet et les gens du cabinet. Et je salue aussi les gens du ministère, parce que je sais que c'est un ministère où les gens travaillent en symbiose avec tous les acteurs du milieu pour faire en sorte que toute l'industrie touristique au Québec puisse être en plein développement. Oui, effectivement, c'est un très, très beau ministère. J'avais préparé des remarques préliminaires. J'avais eu l'information de préparer des remarques préliminaires, mais regardez, on va passer plus rapidement aux questions. Mais je veux rappeler certaines choses. J'ai trouvé quand même très intéressant et impressionnant de voir les chiffres qui tournent autour de ce ministère-là. Écoutez, 88 millions de visites à travers le Québec et puis à l'extérieur par année, c'est impressionnant, dont à peu près 79 millions de visiteurs pour les différentes régions puis le territoire québécois, puis 8,8 millions à peu près de visiteurs étrangers. C'est très impressionnant. On regarde aussi tout ce que ce ministère, puis tout ce que le secteur touristique génère en retombées économiques puis en emploi au Québec. C'est assez fabuleux et puis extrêmement intéressant de voir ça. J'aimerais, avant de poser les questions, je voudrais rappeler, Monsieur le Président, que le ministre du Tourisme précédent, le député de Matane-Matapédia, avait fait signer le plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020. Plan touristique qui avait été soigneusement préparé par la députée de Laporte, qui était en 2012 ministre du Tourisme. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que plutôt que de recommencer le travail, les travaux, le ministre du gouvernement précédent a opté pour la continuité. C'est une attitude extrêmement positive qui a été fort appréciée par les gens du milieu, par les gens du ministère, puisque eux aussi ont participé à l'élaboration de ce plan. Monsieur le Président, le ministre précédent avait travaillé à la mise en œuvre de ce plan de développement, notamment en lançant 2 stratégies. La stratégie Tourisme Saint-Laurent et puis la stratégie hiver, la promotion de l'hiver québécois. On sait qu'il y a quelques décennies, l'hiver durait à peu près 3-4 mois, 5-6 mois. Maintenant, ça s'étend vers 8 mois. Donc, ça prend toute une stratégie pour faire la promotion de l'hiver québécois puis des attraits qui tournent autour de l'hiver québécois. Pardon? De plus, le ministre précédent a initié quelques chantiers, notamment le tourisme autochtone, le tourisme culturel et relativement aussi des chantiers sur l'hébergement illégal, ainsi que la situation de l'hôtellerie au Québec. Je suis certain, Monsieur le Président, je suis certain, connaissant la sagesse de la ministre actuelle, qu'elle va poursuivre dans la même direction que ses 2 prédécesseurs, la députée de Laporte et le député de Matane-Matapédia. Et puis, connaissant sa fougue qu'on lui connaît, je suis persuadé qu'elle va poursuivre dans la même direction concernant le plan de développement stratégique pour les années à venir. En terminant, parce que j'avais préparé des notes préliminaires, mais je vais terminer rapidement.
il y a quand même des compressions qu'on peut détecter dans le budget qui a été présenté par le ministre des Finances il y a maintenant 3 semaines à peu près. Et il y a des compressions d'autour de 6 millions de dollars au niveau du ministère, qui se traduit par des coupures ici et là dans le ministère. C'est quand même de passer de 132 millions à 126 millions. Il faut s'interroger sur où vont aller ces coupures et puis quels sont les acteurs du milieu qui vont être touchés. Alors, comme première question, j'aimerais que la ministre puisse aller à la page 194-195 des crédits du ministère. Donc, à la page 194-195, bon, on voit très bien qu'il y a une ventilation là, du 127 millions de dollars entre Tourisme Québec, la Société des congrès, le Palais de congrès de Montréal, puis la Régie des installations olympiques, pour un total de 127 millions. On voit aussi que Tourisme Québec, c'est là qu'on peut voir la baisse par rapport au budget précédent 2013-2014 de 60 millions à 56 millions. Et lorsqu'on regarde la ventilation à la page 195, au bas de la page 195, évidemment, on voit que la rémunération ne fluctue à peu près pas, le fonctionnement non plus, capital, intérêt. C'est au niveau du support. Au niveau du support, on a de 33 684 000 en 2013-2014 et en 2014-2015, on tombe à 31 319 000. Donc ici, c'est un 2 300 000 je dirais pas de manque à gagner, mais de coupure par rapport à l'an passé. J'aimerais savoir de la ministre, là, qu'est-ce qu'on entend par support et puis est-ce qu'à l'intérieur, lorsqu'on parle du 2 300 000 de coupés à cet endroit-là, est-ce qu'on parle des ATR en région? Ça touche à quoi le support? Là? Parce que principalement, c'est le gros poste qui va être coupé par la baisse des crédits. Madame la ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous allez me permettre, Monsieur le Président, et mon vis-à-vis le fera certainement aussi, de me permettre de faire à mon tour quelques remarques préliminaires quand même. C'est difficile de passer à côté, même si c'est pas prévu dans notre grand livre d'ordre du jour. Alors, merci, Monsieur le Président. Je salue franchement de façon très sincère et chaleureuse le député de Bertrand, qui est un confrère de travail depuis de nombreuses années, un homme formidable avec qui on a toujours beaucoup de plaisir à travailler et qui il défend âprement ses dossiers et c'est de bonne loi et on lui reconnaît cette fougue. Je le salue. Je salue également la personne qui l'accompagne, Christian Robitaille, qui, semble-t-il, était aux affaires du tourisme avant d'être ici aujourd'hui. Alors, je vous salue. Merci d'être là ce matin. Certainement que vous pourrez, par le biais de notre confrère, apporter un éclairage peut-être nouveau ou supplémentaire à nos débats. J'aimerais saluer de façon particulière aussi la députée de Saint-Hyacinthe. Vous n'en êtes pas à vos premiers crédits cette année, mais très certainement dans votre jeune carrière de parlementaire, vous en êtes à vos premiers. Je vous félicite d'être ici avec nous aujourd'hui. Très certainement qu'on aura l'occasion d'avoir des échanges très solides dans le sens de porteurs et de constructifs, puisque déjà nous avons eu le plaisir de nous rencontrer et déjà vous m'avez fait part de certaines de vos préoccupations qui sont tout à fait justifiées et peut-être aurez-vous l'occasion aujourd'hui de nous en faire part. Alors, Madame la députée de Saint-Hyacinthe, merci d'être là. Je vous souhaite la bienvenue. Je ne peux pas passer sous silence la présence de la personne qui vous accompagne, Samuel Poulain, qui est un garçon aujourd'hui, qui est un jeune adulte, mais que j'ai rencontré jeune enfant et qui déjà avait beaucoup de talent. J'étais à la radio à l'époque, il avait fait un concours, participé à un concours et s'était démarqué franchement de façon magistrale. Vous en êtes maintenant ici à l'Assemblée nationale. C'était un de vos rêves. Vous auriez aimé entrer par une autre porte. On sait-on jamais. Je vous souhaite la bienvenue, Samuel. C'est un plaisir de vous retrouver. Monsieur le député de Johnson, soyez vous aussi le bienvenu à ces crédits. Je serais heureuse d'entendre vos préoccupations, vos observations, peut-être aussi vos suggestions pour faire en sorte que, au ministère du Tourisme, nous puissions faire les choses mieux, autrement et de façon renouvelée. Tant mieux si vous pouvez nous aider à le faire. Bien entendu, je salue
la brigade ministérielle qui est avec nous aujourd'hui. Merci, messieurs, de vous être déplacés, rendus disponibles pour être avec nous. Je veux, Monsieur le Président, souligner l'effort considérable qui est fourni ici ce matin des députés qui ont, dans le corps jusqu'à maintenant, plusieurs heures de crédit et qui, pour plusieurs d'entre eux, seront en selle jusqu'à 22 heures ce soir, puisque demain, si tout va bien, nous devrions voter les crédits. Alors, ceci étant dit, Monsieur le Président, vous dire que je suis très heureuse d'être à la barre du ministère du Tourisme, ce serait peu dire, puisque j'en suis vraiment très fière. Et au soir, quand le Premier ministre m'a appelé à son bureau pour me confier les destinées du ministère du Tourisme, je peux vous dire que ma réaction immédiate a été de lui dire « Merci, chef, j'ai l'impression que je vais gérer le bonheur ». Et un peu dans la même veine que le soulignait tout à l'heure le député de Bertrand, c'est vraiment un très, très beau ministère. Pourquoi c'est un beau ministère? Parce que c'est un ministère dans lequel on retrouve un caractère économique, de développement économique, et pas seulement pour certaines régions et pour certaines entreprises ou créneaux en particulier, mais pour l'ensemble du Québec et pour l'ensemble des régions du Québec. Et à ce niveau-là, comme étant une fille des régions, je pense que je suis tout à fait à ma place pour défendre cet intérêt économique qui soit satellitaire et un peu partout sur le territoire du Québec. Vous dire à quel point j'ai pu rencontrer des gens dédiés, dévoués dans plusieurs des rencontres que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Monsieur le Président, je les salue. Je sais que ça donne déjà à préparer, si ce n'est déjà fait, ce qu'on appelle la belle saison, la saison estivale. Elle sera riche en événements, en festivals, en toutes sortes d'activités. Je les salue, je les remercie pour la qualité de leur travail. On dit beaucoup la belle saison, mais on sait très bien, et le député de Bertrand en a fait mention tantôt, de cette stratégie hivernale qui a été déposée par le gouvernement du Québec. Évidemment, de plus en plus, on tente d'agrandir ou d'élargir ces saisons touristiques pour qu'elles ne soient pas uniquement estivales. Écoutez, Monsieur le Président, et je termine sur ces quelques remarques préliminaires. Le temps de vous dire que je suis accompagnée, Monsieur et Madame la députée et Messieurs du gouvernement, d'une brigade franchement chevronnée, capable de répondre aux questions quelquefois qui pourraient être pointues en ce qui a trait à certains dossiers. Alors, Madame la sous-ministre, Madame Giguère, les sous-ministres Croteau, également Dubé, je vous salue, Madame Clémence des Finances, nos 3 PDG, Pierre-Michel Bouchard du Centre des congrès de Québec, Raymond Larrivée, peut-être Congrès de Montréal, et Michel Labrec de la Régie des installations olympiques. Et vous tous que je ne nomme pas, soyez salués et je vous souhaite la bienvenue ici. Je voudrais juste d'entrée de jeu rassurer le député de Bertrand sur une chose qui est fondamentale et qu'il a soulevée. On y reviendra au budget, soyez sans crainte. Vous avez parlé de travail qui avait été fait auparavant par le député de Matane. Vous avez parlé d'éléments nouveaux qui ont été amenés, notamment les stratégies que vous soulevez. Vous avez parlé d'un certain nombre d'alignements aussi qui avaient été donnés. Je tiens à vous rassurer là-dessus. Si la députée de Laporte a pu déposer le plan de développement de l'industrie touristique qui a été pris en charge par la suite par votre confrère, Monsieur le député de Matane, je peux vous assurer qu'en ce qui nous concerne, nous saurons faire la même chose et de façon noble, c'est-à-dire de continuer ce travail qui a été fait durant la période de gouverne du Parti québécois, c'est-à-dire la partisanerie babette, là, c'est pas ma tasse de thé. Et je sais que ce n'est pas la vôtre non plus. Alors, soyez rassurés là-dessus. Et de toute façon, nous avons autour de nous des gens, des fonctionnaires qui travaillent dans l'intérêt public et dans l'intérêt des citoyens pour faire en sorte que le milieu touristique se propulse encore plus loin. Vous avez soulevé l'élément sur les compressions budgétaires, Monsieur le député. Vous n'êtes pas désincarné de la réalité. Vous lisez les journaux comme moi. Vous regardez la télévision et vous écoutez la radio. Vous savez très certainement, et je le sais aussi, et je sais que le gouvernement précédent était tout à fait au courant de la situation budgétaire, puisque votre gouvernement, dans un espoir de rattraper l'équilibre budgétaire, avait dû annoncer des coupures de votre côté. C'est que la situation financière du Québec est
critique, le moins qu'on puisse dire. Elle est fragile. Et nous devons procéder à des choix qui sont difficiles, ils sont douloureux. Pour certains éléments, ça touche, disons-le très franchement, un certain nombre d'organisations dans nos régions. Mais nous n'avons pas le choix. Nous devons prendre des décisions difficiles pour faire en sorte que nous atteignions l'équilibre budgétaire en 15-16. Je dis souvent, et le premier ministre le dit lui aussi, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et nous devrons effectivement passer par des chemins qui sont très étroits, très difficiles et qui feront mal. Ceci étant dit, je tiens à vous dire ceci. C'est toute l'équipe qui m'accompagne, y compris le cabinet qui m'appuie dans mon action. Nous allons faire tout en notre pouvoir de limiter le plus possible, Monsieur le député de Bertrand, des coupes ou des situations qui mettraient à mal le développement touristique. Pourquoi? Parce que le développement touristique, c'est excessivement important. C'est un des éléments au Québec qui est le plus important. Savez-vous que c'est le 3e produit en exportation actuellement? Savons-nous que c'est le 3e produit en exportation? C'est après l'aluminerie et puis l'autre secteur m'échappe, peut-être que les collègues pourront me le dire, mais c'est énorme, c'est fabuleux et c'est un domaine qui agit principalement sur la colonne des revenus. Alors, on comprendra qu'on doit absolument préserver le plus possible cette... Bon, voyez-vous, juste après l'aluminium et l'aéronautique, arrive le tourisme en termes de 3e produit d'exportation. Bien, comme dit la ministre, la situation financière présentement, mais il ne faut pas oublier que c'est un ministère qui est générateur d'emplois d'une façon extraordinaire et c'est un ministère qui était générateur de revenus aussi. Donc, les revenus, c'est excessivement important pour le Québec présentement. Et puis, on dit, puis dans une des études que j'ai lues au niveau de CECAR, je crois, qu'avec $1 investi en tourisme, bien, il y a des retombées pour à peu près 20 $. Bon, c'est peut-être très optimiste, mais c'est quand même très intéressant, très intéressant. Et écoutez, Madame la ministre, j'ai rencontré les gens du REMI, le réseau là, des événements majeurs internationaux. Ces gens-là m'ont fait part de leur suggestions et de leurs appréhensions. On m'a mentionné que présentement, les 28 partenaires du réseau génèrent énormément de retombées économiques au Québec, surtout dans les grands centres avec les grands festivals internationaux. Alors, ma première question peut-être, c'est de savoir est-ce que ces gens-là peuvent compter sur les mêmes montants que l'année dernière pour ce qui est des enveloppes d'aide. Et puis, c'était possible aussi d'avoir une ventilation, là, peut-être pas aujourd'hui, mais si on pouvait nous déposer, parce que c'était demandé, je crois, dans les questions, donc les montants qui sont attribués à chacun des grands événements, d'une part. Et puis, j'aimerais ça aussi avoir aussi votre vision, Madame la ministre, Monsieur le Président. J'aimerais ça que la ministre nous donne un petit peu sa vision concernant, parce qu'il y a comme une dualité, il y a deux écoles de pensée entre tout ce qui se passe en région et puis, évidemment, les grands événements majeurs internationaux à travers le Québec. C'est très intéressant, c'est générateur de revenus, mais ce qui se passe en région, c'est aussi extrêmement important, à mon avis. Et puis, il y a beaucoup de petits festivals un peu partout en région qu'il faudrait peut-être penser à une stratégie pour les soutenir et les aider pour les années à venir. On a parlé à quelques reprises de Rythme et Saveur à Saint-Donat qui génère à peu près 4,5 millions de retombées économiques par année pour la région de Lanaudière. Et puis pour 30 000 à 35 000 personnes en 3 jours. Donc, c'est très intéressant. Et puis tantôt, dans les statistiques, on voyait, Monsieur le Président, qu'il y a à peu près 78 millions de visites à travers le Québec au niveau touristique. Ça, c'est pas uniquement les grands événements, là, c'est partout en région. Donc, j'aimerais ça savoir aussi de la ministre si elle entend se pencher sur cette problématique pour voir comment est-ce qu'on pourrait, à l'avenir, Monsieur le Président, financer
je ne veux pas déshabiller Pierre là, pour habiller Jean, là, parce que les grands événements internationaux majeurs sont très importants, puis comme je vous dis, c'est générateur d'emplois. Donc, 2 questions, à savoir, est-ce qu'on maintient les mêmes enveloppes pour cette année concernant ces grands événements-là, d'une part, et d'autre part, est-ce que vous avez, Madame la ministre, réfléchi ou vous commencez à réfléchir concernant le financement de tout ce qu'on appelle les festivals en région? Alors, Madame la ministre, en 1 minute 30 secondes. Bien, vous reviendrez tantôt, Monsieur le député de Bertrand, si ça vous convient, mais déjà vous dire que le RIMI, je les ai rencontrés à 2 ou 3 reprises, si c'est pas 4, notamment votre ex-collègue, Madame Louise Baudouin, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui préside d'ailleurs le RIMI. Le RIMI, c'est 28 festivals, événements qui en sont membres à peu près, qui rapportent, selon une étude d'ailleurs faite par Secas, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme $1,5 milliard. Et vous aviez raison tantôt quand vous parliez des retombées économiques du tourisme. $1 investi, ça en rapporte 20 et 5 dans les coffres de l'État. Alors, quand on dit qu'on agit sur la colonne des revenus, vous avez rigoureusement raison. En ce qui a trait, je me dépêche, mais vous aurez l'occasion de revenir. En ce qui concerne l'enveloppe des festivals et événements au Québec, évidemment, ce que nous avons fait, c'est de poursuivre et d'honorer les ententes triennales qui n'étaient pas terminées. Pour celles qui se terminaient cette année, nous avons décidé de les maintenir dans la forme actuelle pour 1 an. Pourquoi? Parce que, vous le savez, nous avons une révision des programmes. Alors, ce serait assez spectaculaire qu'on ressigne pour 3 ans. Alors, nous avons fait ça avec les ATR également pour être conséquents avec nous. L'autre chose que je voulais vous mentionner, Monsieur le député, je comprends que je réponds pas entièrement à l'ensemble de vos questions, mais je vais vite. En ce qui a trait aux petits événements et festivals, je reconnais bien chez vous, là, la préoccupation d'un homme qui est de région. Cette question nous a été d'ailleurs soulevée par le caucus libéral à l'effet comment on pourrait effectivement préserver ou aider, accompagner ces petits festivals et événements à la grandeur du Québec qui se qualifient pas nécessairement dans les règles établies par le ministère du Tourisme. Le tourisme, ça le dit, hein, c'est jusqu'à combien de nuitées votre événement, votre festival crée. C'est ça, là, au fond, la question. Combien de visiteurs avez-vous attiré dans votre événement et combien de ces personnes-là ont pu donc acheter une nuitée ou 2 ou 3? Alors, évidemment, les petits festivals et événements en région ne se qualifient pas nécessairement dans ce créneau qui devrait être le nôtre, Monsieur le député, mais soyez assurés d'une chose, c'est que je suis une fille des régions, on a un caucus rural et régional au Parti libéral du Québec et ça a été soulevé par les collègues, certains étant parmi nous ici ce matin. Alors, je comprends que mon temps est terminé, Monsieur le député de Bertrand, mais si vous voulez qu'on reprenne la discussion tout à l'heure sur le RIMI, ça me fera plaisir de répondre à vos questions sans problème. On a la liste. Hein? Alors, merci, Madame la Présidente. Je vais reconnaître maintenant une première intervention. Madame la Ministre, pas la Présidente. Alors, je vais reconnaître une première intervention du côté du gouvernement. Et je vais reconnaître le député de Champlain qui m'a fait signe tantôt là, que la balance de la réponse de la ministre était sur le temps du gouvernement. Alors, 18 minutes 30 pour votre prochain bloc. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi, d'entrée de jeu, de saluer la ministre de toutes les personnes qui l'accompagnent. Bien sûr, mes collègues de l'opposition officielle ainsi que du 2e groupe d'opposition et les gens qui les accompagnent. Et bien sûr, mes collègues du gouvernement. Je tiens également à vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre première expérience à vie. Donc, en vous souhaitant plein de bonheur pour les 2 prochaines heures. Monsieur le Président, c'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin là, pour parler des crédits volets tourisme. Vous savez, dans une vie antérieure, j'ai passé plus de 10 ans. J'ai eu le privilège d'œuvrer comme professeur et de coordonnateur pour un programme de tourisme dans un collège, le collège de la Flèche, pour pas le nommer, à Trois-Rivières. Donc pour moi, c'est un retour dans le passé qui me fait vraiment du plaisir ce matin. Monsieur le Président, l'industrie touristique, c'est un important secteur d'activité économique pour le Québec. On parle d'à peu près 30 000 entreprises au Québec, à peu près 400 000, dépendamment des statistiques qui vous les offrent, mais à peu près 400 000 emplois, donc c'est très important ici au Québec. Et c'est réparti dans 8 secteurs spécifiques, dont la restauration, l'hébergement,
les voyages, l'industrie du voyage, les attraits touristiques, les événements, le festival, les congrès. Donc, on parle de tourisme d'affaires. Au niveau du transport, on prend par exemple au niveau des circuits en autocar. Au niveau administratif également, on parle des bureaux d'information touristique, communément appelés les BIT dans le milieu. Et c'est un secteur d'activité, Monsieur le Président, qui est en croissance année après année. On parle un peu plus de 3 de croissance. Et je crois que le Québec dispose de beaucoup d'atouts nécessaires justement pour continuer cette croissance économique. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous donner un exemple et de vous parler du plus beau comté du Québec. Je sais que tous les autres vont dire la même chose, mais je vais vous parler du très beau comté de Champlain et ses atouts. Le comté de Champlain, en fait, c'est 4 rivières qui longent le comté ou encore qui la traversent. On n'a qu'à penser à la rivière Saint-Maurice et penser à l'événement de la Classique internationale de canot. La rivière Champlain, la rivière Batiscan avec le parc de la rivière Batiscan pour ceux qui la connaissent. Vous avez également la rivière Sainte-Anne et la pêche aux petits poissons des Genoux. C'est aussi le fleuve Saint-Laurent. C'est également le fameux chemin du Roi et tous ces attraits historiques qui font partie du chemin du Roi. C'est aussi la basilique du Cap-de-la-Madeleine où près de 700 000 visiteurs passent par la basilique année après année. Et c'est un territoire à 97% agricole et forestier. D'ailleurs, lors de la dernière campagne électorale, nous avions identifié comme nouveau créneau de développement économique le tourisme, mais principalement 3 secteurs spécifiques qui étaient le récréo-touristique, l'agrotourisme, pour faire découvrir les différents produits du terroir parce qu'on a une richesse au niveau de notre comté, et également de faire découvrir éventuellement le tourisme religieux, donc en se servant de la Basilique du Cap. Donc on a la Basilique du Cap avec entre 6 à 700 000 visiteurs année après année. Mais on a également l'église de Champlain et l'église de Sainte-Anne-de-la-Pérade avec sa crypte où au sous-sol de l'église, on a à peu près 200 personnes qui sont enterrées dans le sous-sol de la crypte de l'église de Champlain. Monsieur le Président, le tourisme, c'est une source de création de richesse pour le Québec. Et il faut donc développer son plein potentiel. Actuellement, selon les données de Statistique Canada, révèlent que la clientèle touristique au Québec est composée d'à peu près 87% de Québécois. Et lorsqu'on ajoute les différentes provinces canadiennes, on parle d'à peu près 94% de touristes qui viennent du Canada. Donc, il y a encore beaucoup de place pour développer le tourisme international. Donc, étant curieux de nature, Madame la ministre, de vous entendre sur tout l'aspect économique du tourisme en général et de tout le potentiel pour le Québec, que le Québec pourrait en tirer profit. Merci, M. le député. Madame la ministre. On va rectifier tout de suite quelque chose. Le comté de Bellechasse, il est pas mal beau. Pas mal beau. Mais je comprends que nous soyons un peu chauvins, puis soyons-le parce que le Québec est tellement beau dans toute sa globalité et dans toute sa diversité également. Bellechasse n'est pas la Côte-Nord et Saint-Hyacinthe n'est pas le nord de Montréal, alors ni l'Estrie. Alors, merci, Monsieur le Président. C'est une excellente intervention, d'abord de nous parler, qui nous parle de leur comté. J'espère que les députés, Madame de Saint-Hyacinthe aussi, pourront peut-être nous glisser un petit mot de ce qui grouille et grenouille chez elle, parce que le Québec tout entier foisonne de gens dédiés dans tout l'aspect touristique, mais aussi dans l'aspect événementiel et activités de toutes sortes, et qu'on puisse en faire la promotion maintenant. Je trouve que c'est tout à fait approprié d'utiliser ce temps d'antenne, on va dire ça comme ça, pour promouvoir nos attraits et ces beautés qui sont les nôtres dans chacun de nos comtés. Monsieur le député, je commencerai peut-être avec ça. Vous avez raison de soulever, et c'est là-dessus que vous avez terminé votre intervention, si j'ai bien compris, que la possibilité ou le potentiel international est flagrant
et ne se dément pas depuis plusieurs années maintenant. Et les prévisions, qu'elles soient du Conference Board of Canada ou encore de l'Organisation mondiale du tourisme, à quelques chiffres près peut-être de différence, là, on voit une tendance là, qui montre très fermement que le touriste international est intéressé à voyager. Et la grande question qu'on doit se poser, nous, comme gestionnaires et nous, comme personnes ayant à gérer tout le développement touristique au Québec, c'est comment on arrive justement à aller chercher ce touriste-là qui a des sous dans ses poches, qui a du temps et qui a envie de voyager. Alors, comment on fait pour aller le chercher et l'amener ici au Québec? C'est vrai dans le tourisme d'agrément et c'est vrai aussi dans le tourisme d'affaires et nos deux personnes qui sont ici du Centre des congrès de Québec ou du Palais des congrès de Montréal et même M. Labrec, la Régie des installations olympiques, vous recevez aussi des touristes de l'étranger. Alors, on peut comprendre toute l'importance de mettre en place les outils pour attirer cette manne, disons ça comme ça, de touristes qui foisonnent sur la scène internationale. Ceci étant dit, je suis pas en train de dire non plus que les choses vont pas bien au Québec, bien au contraire. Bien au contraire. Très sincèrement, les recettes touristiques sont en augmentation. Le nombre de visiteurs et de touristes est en augmentation. Écoutez, les recettes cette année atteignent un sommet, un record, Monsieur le député. Elles atteignent près de 13 milliards de dollars. Ça, c'est des retombées directes au Québec. Évidemment, ça contribue à l'essor du Québec, puisqu'il y a une grande partie de ça, bien entendu, qui tombe dans les coffres de l'État. Et qu'est-ce que ça fait, ça, en bout de piste? Bien, tout le monde l'a bien compris. Ça vient contribuer au paiement de nos services sociaux. Moi qui ai été ministre des services sociaux, j'en suis bien consciente, de payer l'éducation, de se payer des services sociaux qui fait, disons-le, la jalousie de bien des sociétés dans le monde. C'est aussi, Monsieur le député de Bertrand le soulignait un peu plus tôt dans une de ses interventions, c'est plus de 90 millions de visiteurs que nous recevons ici au Québec. 81%, vous l'avez dit, de visiteurs québécois, pardon, 81 millions de visiteurs québécois, 8,9 millions de visiteurs hors Québec. Il y en a qui viennent du reste du Canada, des États-Unis, d'autres pays également. Vous dire au passage, et j'avais une discussion avec Monsieur Marc Croteau, qui est sous-ministre chez nous, qui me disait, écoutez, il y a des pays qui sont émergents, qui sont très, très, très importants, et il faut pas non plus négliger ces valeurs sûres qui sont les nôtres actuellement, c'est-à-dire la France, l'Ontario, parce qu'en lui-même, en elle-même, la province de l'Ontario est un partenaire intéressant à regarder de près. Vous avez le reste du Canada et bien entendu les États-Unis. Les États-Unis et pour lesquels on doit fournir un effort supplémentaire. Il y a un contexte économique qui existe, vous le savez, notamment avec la parité du dollar, une économie américaine qui se relève, bien entendu, mais qui se relève peut-être pas aussi vite qu'il l'aurait souhaité. Ça fait partie des données qui font en sorte que, oui, les États-Unis viennent chez nous, mais pourraient-ils venir en plus grand nombre et plus rapidement? Alors, très certainement que ça fait partie des enjeux que nous avons. D'ailleurs, les assises tenues par l'ensemble de l'industrie touristique, je venais d'arriver il y a quelques jours, c'était à Montréal, très bel événement d'ailleurs, et ça portait essentiellement sur le touriste américain, comment faire en sorte de faire avancer ce dossier-là et de faire en sorte que ces touristes, qui sont tout près d'ailleurs, viennent chez nous en plus grand nombre. C'est près de 40 000 entreprises au Québec dans les secteurs associés au tourisme. Vous avez parlé de restauration, vous avez raison, 51,3 %, des loisirs, 21,4 %, hébergement, 15,8 %, transport, 7,1 %. Vous l'avez soulevé avec justesse tout à l'heure, toute la question du transport, et les services de voyage pour 4,4 % au Québec. Et croyez-le ou non, c'est près de 350 000 emplois directs et indirects, je pense, Madame la sous-ministre, associés au tourisme au Québec. Alors, c'est un secteur d'activité excessivement important. Et là où ça prend tout son sens pour nous, c'est que ces emplois-là ne sont pas qu'à Québec et à Montréal. C'est que ces emplois-là sont partout au Québec. Et on parlait des entreprises tout à l'heure, 30 971 pour être précise. Si ma mémoire est bonne, Monsieur le sous-ministre Dubé, les 2/3 de ces entreprises-là se situent à l'extérieur de Québec et de Montréal. Déjà, c'est chez nous, là.
C'est chez nous, c'est chez vous, c'est chez vous. Alors, c'est excessivement important et la très grande majorité, on le conçoit, c'est à peu près 20 employés et moins. Et à l'échelle canadienne, ben, la province du Québec se situe quand même au 2e rang en ce qui a trait aux recettes touristiques. Alors, brossé à grands traits, Monsieur le député, voici ce qui en est de la situation du tourisme en chiffres actuellement. Le temps quand même de vous dire que on parlait de tourisme international. Si ma mémoire est bonne, on me corrigera, mais d'ici 2030, on devrait avoir près de 2 milliards de touristes étrangers prêts à voyager. Et ça vous donne toute l'ampleur de cette possibilité qui est devant nous. On n'a pas le droit, on a le devoir, on n'a pas le droit de laisser tomber, mais on a le devoir de tout mettre en œuvre pour aller chercher ou convaincre ces touristes-là de venir ici au Québec. Et également, vous l'avez soulevé, mais c'est bon de le rappeler, et ça nous met encore une fois dans le contexte américain où il faudra fournir des efforts supplémentaires. Il y a près de 90% des touristes au Québec qui sont des touristes intérieur Québec et intérieur, évidemment, du reste du Canada. Alors, voilà pour l'industrie qui, directement, voici les chiffres directement reliés à la performance de l'industrie touristique. J'aimerais quand même vous donner quelques éléments d'information sur les entrées de devises ici, parce que ça, c'est de l'argent neuf, c'est de l'argent que les gens viennent dépenser chez nous. Évidemment, à ce moment-là, ça nous provient du tourisme international, d'où l'importance d'aller chercher plus de provenance de ces gens. En 2012, les recettes touristiques québécoises provenant des touristes hors Québec, Monsieur le Président, était de 3,7 milliards et 2,2 milliards de cette somme-là était de la part des Américains et des autres pays. Alors, c'est vous dire que c'est quand même assez important. Les retombées fiscales et parafiscales sont de plus de 3 milliards de dollars, 2,2 au Québec. 2,2 au Québec. Est-ce que je vous ai dit tantôt qu'un dollar investi, ça en rapporte 20 puis 5 dans les coffres de l'État? Je vous l'ai dit, hein? Je vous le répète. Les recettes touristiques représentent 3,5 % de la valeur totale. Non, mais c'est ce que j'ai appris au début. Il faut que je me rappelle de cette donnée-là. Elle est formidable, elle est fantastique. Les recettes touristiques représentent 3,5 % de la valeur totale des exportations internationales du Québec. On la positionne ainsi au 3e rang d'exportation. On s'en parlait un petit peu plus tôt aujourd'hui. Et je termine en vous disant, je ne sais pas combien de temps il me reste, Monsieur le Président. Je te peux vous le bill, hein? C'est 5 minutes. Point 5 minutes? Moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes. Vous allez me permettre, peut-être que la question viendra, mais au cas où qu'elle ne vienne pas. J'aimerais quand même vous dire un petit mot sur 2 éléments prioritaires et 2 éléments porteurs de notre action gouvernementale et qui auront une incidence majeure sur le développement du Québec et très certainement sur le développement touristique. Et ça fait partie des... j'allais dire des enlignements, si vous voulez dire, ou de fortes suggestions que m'a transmises avec beaucoup de justesse, je trouve, le premier ministre du Québec quand il m'a confié les rênes du ministère du Tourisme. C'est tout ce qui a trait à la stratégie maritime et c'est tout ce qui a trait également au plan Nord. Très certainement, enfin je l'espère, on aura l'occasion d'en discuter plus avant ici ce matin. Mais quand on parle de développement économique, Monsieur le Président, et quand on parle, Monsieur le député de Bertrand tout à l'heure disait, Madame la ministre, comment on va faire pour aider les petits événements, les petits festivals dans nos régions? Ce que je lui réponds, c'est une préoccupation que nous avons. Et voici peut-être 2 avenues, voici peut-être 2 leviers qui vont faire en sorte justement qu'on puisse développer, qu'on puisse diversifier, qu'on puisse varier, créer et mettre en valeur des attraits touristiques qui existent déjà ou qui n'existent pas. C'est tout le potentiel, c'est tout le génie québécois qui va se mettre à l'œuvre au moment où on se parle dans la stratégie maritime et dans le plan Nord, Monsieur le Président. Alors, à grands traits brossés, voici à quoi ressemble, si vous voulez, Monsieur le Président, tout l'aspect économique du tourisme au Québec. C'est majeur, c'est porteur. C'est le 3e produit d'exportation au Québec. C'est la 2e province en importance au Canada en ce qui a trait aux recettes touristiques. C'est 13 milliards de dollars. C'est pas banal.
Et on voit pas souvent le tourisme comme étant justement un élément à caractère économique. Et ça, nous, on travaille très fort au ministère, et votre prédécesseur y a travaillé fort, et la députée de la Porte y a travaillé très fort également avec son comité performance présidé par Gilbert Rozon, à l'effet qu'effectivement, nous puissions considérer, nous puissions voir et nous puissions agir en fonction du fait que le tourisme au Québec fait partie des grands leviers économiques pour développer toutes les régions du Québec, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. J'avais comme prochain intervenant le député de Jean Lesage. Il reste 2 minutes. Bien, écoutez, je vais avoir une question brève. 2 minutes là, pour faire une conclusion de ce que Madame la ministre vient de faire, parce que effectivement, j'étais partie prenante de l'ex-gouvernement libéral, de la stratégie et de M. Rozon, et d'ailleurs ce qui a été mis en place par l'autre ministre, et à quel point, en tant qu'adjoint parlementaire, j'ai eu le privilège de mettre l'importance que le tourisme avait pour notre gouvernement. D'ailleurs, on se battait souvent dans le caucus pour justement valoriser ça au sein du ministre des Finances, pour dire que c'était un volet économique important, et dans tous les caucus, ça ressortait tout le temps comme une priorité pour donner l'accès justement au tourisme dans toutes les régions du Québec et mettre en priorité ce volet-là. D'ailleurs, ça a été reçu ici, ce rapport Rozon-là, au mois de mai 2011, auquel on a eu une accueil extrêmement favorable de l'industrie, parce qu'on a écouté l'industrie. On a mis en priorité de mettre l'industrie au devant, et après ça, le ministère a composé avec la qualité qu'ils avaient pour ajuster et faire en sorte de bonifier ce que le rapport Rozon avait mis sur la table, et c'était accueilli ici au mois de mai 2011 de façon extraordinaire. Alors, l'industrie était à ce moment-là convaincus qu'on allait s'occuper d'eux et surtout de les avoir écoutés comme ça. Mais il y a eu un changement de gouvernement. Il y a eu, oui, quelques continuités, mais on va sans dire que je pense que le travail avait été initié par nous, et j'ai confiance que notre ministre puisse aller plus loin là-dessus, et que Mme la ministre, c'était peut-être un peu en terminant pour vous dire bravo, mais je pense que vos propriétés continuent à être dans ce sens-là, de suivre les traces de votre prédécesseur, de notre gouvernement, à l'importance de l'économie du tourisme. Alors, merci, Monsieur le député de Jean Lesage. Donc, la période on va avoir un autre bloc tantôt, là est terminée. Je suis prêt à reconnaître la députée de Saint-Hyacinthe, membre du 2e groupe d'opposition, pour une période de bloc de 23 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est une belle journée pour moi. C'est un plaisir d'être ici à l'étude de crédit du ministère du Tourisme. Alors, je voudrais saluer Madame la ministre, ses collègues du cabinet, le ministère, ainsi que le député de Bertrand de l'opposition officielle. Et de mon côté, je suis accompagnée du député de Johnson, ainsi que de mon recherchiste responsable des dossiers reliés au tourisme, Samuel Poulain. Alors, pour commencer, je vais faire des questions très courtes, des réponses brèves pour qu'on ait le temps d'en faire le plus possible. 2 heures, c'est très peu pour l'importance du ministère. Alors, lors de la législature, l'ancienne députée de Charlesbourg, qui était porte-parole du tourisme pour ma formation politique, avait réclamé des consultations particulières et auditions publiques concernant l'utilisation inappropriée de fonds publics par Tourisme Montréal. Tout ça faisait suite à un rapport du vérificateur général du Québec, M. Michel Sanson, qui avait déploré que l'ATR de Montréal utilisait parfois des fonds publics de façon inappropriée, notamment à l'égard de la rémunération de son PDG. Monsieur le Président, permettez-moi de relater les faits. Un salaire de 398 000 était versé au PDG de l'époque, Charles Lapointe. Des allocations annuelles excessives pour le voyagement, voitures et conducteurs fournis, les nuitées dans les hôtels de luxe, l'alcool, les repas gastronomiques et j'en passe. On connaît la suite. Monsieur Lapointe a quitté le bateau. En février dernier, Tourisme Montréal a congédié sa vice-présidente aux finances, Mme Gilmore, parce qu'elle n'avait pas sonné l'alarme à propos des comptes de dépenses abusifs de son ancien PDG. Alors, la question qui s'adresse à Mme la ministre, en date d'aujourd'hui, quel est le salaire du nouveau PDG d'ATR Montréal, M. Yves Lalumière?
Je veux que la ministre également nous explique concrètement les mesures de contrôle de dépenses instaurées pour éviter les dilapitations de fonds publics. La dernière question, dans le même volet, j'aimerais connaître la situation de l'ETR de Montréal qui reçoit des sommes considérables du gouvernement du Québec. Madame la ministre. Je ne fais pas de mesures dilatoires, vous me connaissez, hein? C'est parce que je prépare bien, ce sont de bonnes questions. D'abord, Madame la députée de Saint-Hyacinthe, permettez-vous qu'on puisse... Vous aimez moins ça? Non, moi, ça ne me dérange pas. Allez-y. Allez-y. On va faire ça moins formel possible. J'ai lu le rapport du vérificateur général avec attention. J'ai lu les recommandations donc qu'il fait à un certain nombre d'organisations, et en particulier à Tourisme Montréal. J'ai lu aussi la réponse que donnait Tourisme Montréal au vérificateur général. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que Tourisme Montréal a répondu aux demandes du vérificateur général en ce qui a trait à des mesures, je vous dis ça de mémoire, Madame la députée, là, je pourrais retourner dans mes notes, là, mais je vous dis ça de mémoire de femme. On pourrait très certainement penser, par exemple, à des mesures de contrôle, à des politiques de voyage ou des trucs comme ça, donc de représentation, etc. Donc, tout ce qui a trait aux politiques de gestion demandées par le vérificateur général ont été mises en place. Vous me demandez aujourd'hui, c'est quoi le salaire du PDG de Tourisme Montréal? Je vous répondrai par deux choses. La première, c'est que Tourisme Montréal, dans notre jargon à nous, c'est comme une ATR. Disons ça comme ça. C'est une ATR et c'est une organisation autonome, gérée par un conseil d'administration. Quand vous me dites, l'organisme reçoit beaucoup d'argent des fonds publics, vous avez rigoureusement raison. Maintenant, quand vous me demandez à moi quel est le salaire du PDG, vous allez comprendre que ça ne relève pas de moi. Par contre, si vous allez dans le rapport du vérificateur général, mettre mes lunettes, à la page 15, le vérificateur général parle bien qu'il s'agit des conditions de travail similaires à ce que avait son prédécesseur. Alors, on est en droit de comprendre de ce qui est écrit ici qu'il s'agit des mêmes conditions salariales, étant entendu que les conditions salariales n'est pas nécessairement uniquement la rémunération, mais aussi l'ensemble de l'œuvre, tu sais, les régimes de pension, puis etc. Moi, Madame la députée, je le disais tantôt au député de Bertrand, on n'est pas personne désincarné de la réalité ici, là. On voit tous la même chose, puis on entend tous la même chose. Et je pense que tout le monde a été assez surpris de la situation. Moi, ce que je vous dis, puis je vous le dis très sincèrement, je ne vous conte pas d'histoire, je suis en train de réfléchir à la situation. Compte tenu du fait que beaucoup d'argent public qui est consenti à Tourisme Montréal. Puis en même temps que je vous dis ça, je suis en train de vous dire en même temps que Tourisme Montréal est une organisation autonome et indépendante qui prend ses propres décisions. Elle a pris des décisions. On verra, nous, à prendre les nôtres. Mais la précipitation, Madame la députée, est bien mauvaise conseillère. Dans ce dossier-là, comme en bien d'autres matières, j'aime bien prendre mon temps, surtout quand c'est aussi délicat. Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Parfait. Merci, Madame la ministre. Alors, Monsieur le Président, toujours dans le rapport du vérificateur général qui date de novembre 2013, donc c'est très récent, on note à la page 18 que, et alors je cite, « Tourisme Québec
ne s'assure pas que chacune des ATR gère de façon efficiente les sommes qui lui sont confiées. On pense ici subventions pour le fonctionnement versées principalement sur une base historique. Peu d'utilisation des renseignements obtenus des ATR pour comparer les performances. Absence d'encadrement et de suivi des frais liés au démarchage, malgré les risques liés à ce type de dépenses. Alors, ma question à Madame la ministre, est-ce que Madame la ministre s'engage à répondre aux 3 recommandations du vérificateur général? Si oui, quand? Madame la ministre. Merci beaucoup. Oui, merci. Alors, comme vous voyez, j'ai les informations devant moi. D'abord, vous rassurer pour vous dire que les recommandations qui ont été faites à Tourisme Québec, ils n'ont pas attendu que j'arrive pour agir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les gens, ce sont des gens qui sont responsables, rigoureux dans leur travail, très dédiés. Ils étaient à l'œuvre depuis bien longtemps. Et ce que je crois savoir, c'est que déjà des discussions ont eu lieu avec le vérificateur général qui se dit satisfait, si ma mémoire est bonne, vous avez rencontré, et qui se dit satisfait de l'enlignement que nous prenons sur chacune des recommandations qui nous a été faites. Et un plan d'action sera déposé, si ma mémoire est bonne, Madame la sous-ministre, vous me corrigerez. Est déjà déposé, mais il sera déposé à l'Assemblée nationale. À la Commission de l'administration publique, alors à l'Assemblée nationale, alors à l'automne. Alors, c'est l'enlignement que nous prenons. On l'a déposé le 26 juin. Bon, c'est ça, OK. Mais il va être étudié en commission parlementaire. C'est eux qui décident. Bon. Alors, les enlignements sont pris, les réponses aux vérificateurs général ont été données. Maintenant, sur le financement que vous soulevez sur les ATR, Madame la députée, c'est important ce que vous faites et que vous le faites. Ce que je tiens à vous dire, moi, c'est que cette année, nous avons appliqué à la demande du vérificateur général d'ailleurs, tout l'aspect performance qui avait été mis en place, faut-il le rappeler, par les ATR elles-mêmes. Il y avait un comité de 5 ATR qui avait été mis à contribution justement pour faire en sorte qu'on puisse développer un modèle où la performance serait au cœur des décisions et ce modèle-là a été développé et mis en application. Ça, c'est important de vous le dire. Et dans cette mouvance-là, il y a des ATR au Québec qui ont reçu plus de sous parce qu'elles sont plus performantes et il y en a qui en ont reçu moins parce qu'elles sont moins performantes. Ça, c'est très important que vous reteniez ça, que effectivement, au gouvernement du Québec, il y a beaucoup d'argent qui sont donnés, ce sont directement des subventions au fonctionnement et que les organisations qui reçoivent des sous publics puissent les dépenser de façon rigoureuse et que les argents qu'elles reçoivent, ces organisations-là, le reçoivent en fonction de critères de performance. Je pourrais d'ailleurs vous les nommer. Les critères, ce sont les suivants: l'importance de la région dans les recettes touristiques du Québec, l'importance des visiteurs au Québec, l'indice de touristicité, les critères géographiques et l'indice de contribution régionale. Par ailleurs, j'ai ici, ça va me permettre de vous parler un peu de la vision que j'ai du tourisme et que j'ai pu valider, si vous voulez, auprès d'un certain nombre d'organisations que j'ai rencontrées, de personnes très liées au tourisme et qui m'amènent à entreprendre une réflexion très en profondeur, très sérieuse sur le modèle d'affaires du tourisme au Québec. On réfléchit à voix haute et on réfléchit tout le monde ensemble et nous allons mettre aussi nos partenaires dans le coup pour avoir la meilleure solution possible pour faire en sorte que le tourisme au Québec soit géré et propulsé de façon le plus optimale possible au niveau du nombre d'interventions, au niveau du nombre de collaborateurs, au niveau du nombre d'organisations, au montant d'argent qui sont donnés et dépensés.
Par exemple, pour des événements, puis là, je mets le tout au complet, là, par exemple, pour des événements, tourisme va donner des sous, culture va donner des sous, métropole va donner des sous, etc. Alors, comment on se déprend dans toute cette dédale-là au niveau de l'efficience et de la performance? Ça va me faire plaisir, Monsieur le député, de déposer une lettre que j'ai envoyée à l'Association des ATR du Québec, et dans laquelle lettre j'informe le président directeur général des ATR associés, donc à l'effet de cette réflexion qui s'amorce. On a de très, très bons outils. On parlait du plan de développement de l'industrie touristique tantôt, là, qui est formidable, qui a créé une cohésion, puis qui a créé une mobilisation. Mais quand on regarde l'ensemble du modèle d'affaires, là, l'argent dépensé, puis par le nombre de personnes qui a dépensé, puis le nombre d'organisations, est-ce qu'on peut faire mieux? Je dis certainement. Certainement. Alors, je dépose la lettre, Monsieur le Président. Madame. Je vais passer à la prochaine question, si vous me permettez. Monsieur le Président, j'aimerais parler de l'avenir de nos restaurants au Québec, qui sont extrêmement importants et qui font partie du paysage touristique du Québec. Alors, je crois que le tourisme épicurien est de plus en plus populaire et qu'il faut soutenir son développement également. Je pense bien sûr aux restaurants ici sur Grande Allée, mais également nos restaurants en région. Les restaurants ont eu de nombreux défis, notamment les mesures resserrant les règles de l'alcool sur la route, qui sont louables en soi, mais qui ont affecté la consommation d'alcool dans les restaurants et par conséquent le profit. Si on pense aussi l'achat des modules d'enregistrement pour permettre les factures obligatoires, qui sont des sommes considérables pour plusieurs restaurateurs. La pénurie de main-d'œuvre à l'embauche des cuisiniers, par exemple. Les réservations de congrès et réunions qui sont en baisse. D'ailleurs, Madame la ministre, je ne peux passer sous silence ma circonscription de Saint-Hyacinthe. J'ai déjà eu d'ailleurs la chance de discuter de sensibiliser Madame la ministre sur l'avenir de l'Hôtel des Seigneurs, qui est essentiel à l'économie de ma circonscription de Saint-Hyacinthe. Et j'ajouterais, si Madame la ministre suit mon raisonnement, plus les citoyens sont taxés, hausse de taxes scolaires, hausse des comptes d'Hydro-Québec, maintien de la taxe santé, alors il y a moins d'argent qui reste pour les familles, pour aller dans les restaurants ou dans les hôtels. Alors, la question que j'aimerais poser à Madame la ministre, qu'est-ce que Madame la ministre compte faire pour appuyer et soutenir l'industrie de la restauration au Québec? Madame la ministre. Bien, la meilleure façon, je pense, moi, d'aider le secteur de la restauration au Québec, c'est d'amener du monde. Il ne pas sortir de là, c'est aussi simple que ça. Alors, quand on a des gens qui sont aussi performants que les palais des congrès, Centre des congrès de Québec, Palais des congrès de Montréal, encore hier, il y avait un article de journal qui disait à quel point vous êtes performants. Profitez-en, messieurs, pour attraper le compliment au détour, mais c'est tout à fait à votre honneur. Et il n'y a pas de secret là-dedans, Monsieur le Président. Il faut créer la richesse, puis il faut amener le touriste ici au Québec. Puis ça, c'est le défi de toute l'industrie touristique au jour le jour. Et plus on va avoir de touristes québécois intérieurs, bien sûr, qui vont être ici au Québec à prendre quelques vacances, et davantage de touristes en provenance de l'extérieur du Québec et du Canada, bien, je pense qu'on va faire en sorte qu'on va aider nos entrepreneurs, parce qu'il faut le dire, vous qui à la CAQ, qui êtes très sensible à l'aspect privé des entreprises, de pas trop faire d'interventionnisme, etc. Votre question me paraît un peu peut-être un peu en décalage par rapport à votre position. Je ne veux pas vous prêter de mauvaises intentions, pas du tout, là, mais je me verrais mal intervenir dans un domaine aussi privé que la restauration. Par ailleurs, où nous, on peut jouer, c'est vraiment sur le nombre de touristes qui peuvent... Voilà, vous avez tout à fait raison.
pour écoutez, les touristes internationaux. Alors, quelle est concrètement écoutez, la on a des stratégie gens que vous allez qui sont... appliquer? Oui. Juste un instant, on va éviter les discussions. On va, si vous voulez, peut-être repréciser votre question. Et Madame la ministre, On va laisser allez-y, terminer, Madame allez-y. la ministre. À votre question. Vous parliez tantôt des modules d'enregistrement des ventes, que ça donnait un coup dur, je vous ai bien compris. Est-ce qu'on peut être contre le fait qu'on paye nos taxes dans un restaurant? Je veux dire, il y a des gestes qui sont posés. Mais allez-y, Madame la... Il faut quand même admettre que c'est une dépense pour les restaurateurs. Alors, c'est pas parce qu'on est contre, mais c'est des faits que j'élabore qui ont été des durs défis pour l'industrie de la restauration. Mais ce que moi je vous réponds, c'est une volonté nationale, c'est une volonté de solidarité. Il faut récupérer ce qui revient à l'État. Maintenant, c'est à nous, tourisme, de faire en sorte que nous atteignions ce qu'on a mis en place dans le plan de développement de l'industrie touristique. Ce qu'on souhaite d'ici 2020, de mémoire de femmes, c'est ça, 2020, c'est attirer 7 millions de visiteurs de plus et d'augmenter de 7 milliards nos recettes touristiques, c'est de créer 50 000 emplois. Ben ça, c'est la visite, là. Ça, on reçoit de la visite avec ça, là. C'est à nous à être performants, puis c'est à nous à faire les choses autrement. Puis comment on va y arriver? On va commencer par une révision des programmes, puis on va continuer avec une révision de la fiscalité, puis on va mettre notre monde au travail, puis on va faire de la prospection, puis on va aller faire du démarchage. Il n'y en a pas de recette. Il n'y a rien que celle-là. C'est aussi simple que ça. Alors, Madame la députée de Saint-Hyacinthe, votre prochaine question. Alors, combien de temps que M. le Il reste Président... 4 minutes 20 secondes. Alors, Monsieur le Président, je suis très heureuse à chaque fois que l'actuel gouvernement reprend les idées de la coalition. D'ailleurs, le premier ministre ne s'est pas gêné pour rappeler que les orientations gouvernementales proviennent directement des idées de la coalition. D'ailleurs, comme membre de la commission politique de ma formation, j'ai eu le privilège de participer au volet touristique de notre programme qui est en lien avec le plan Saint-Laurent. Ma question sur la stratégie maritime des libéraux. On note un volet touristique. On peut y lire plusieurs éléments, mais un attire mon attention. Mettre sur pied le bureau de l'offre touristique maritime qui permettra de créer des partenariats d'offres touristiques publiques, privées ou privées-privées, tout en offrant un soutien gouvernemental aux institutions publiques et aux organisations privées. Alors, la question à Madame la ministre, où est rendu le projet de création de son bureau et quel sera le coût? Madame la ministre. Ah, écoutez, Monsieur le Président, je pense qu'on doit se situer là à un deuxième étage. Là. Je veux dire, quand on parle de stratégie maritime, là, on peut être dans les actions de bureau, mais ça démontre toute l'importance que le gouvernement du Québec, Monsieur le Président, accorde à la stratégie maritime. Et quand elle parle de bonnes idées de la CAQ, le Premier ministre, en cette chambre, au bureau, là où on est, c'est son bureau, a toujours dit, quand il y a des bonnes idées, en regardant la CAQ, en regardant le Parti québécois, c'est ça de faire abstraction de la partisanerie. C'est-à-dire, ben, il y a une bonne idée, c'est bon pour le Québec, c'est bon pour les Québécois, on la prend puis on la développe. Alors, tant mieux si effectivement on peut les uns les autres s'inspirer des modèles qui sont développés. D'ailleurs, je serais intéressée, moi, à avoir des rencontres sur une base régulière avec vous, avec Monsieur le député de Bertrand. Nous en avons, nous, sur une base informelle, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Mais vous avez peut-être des solutions sur la situation que vous avez soulevée un peu plus tôt sur les restaurants. Vous avez très certainement des solutions à nous apporter, et c'est ça qu'être une opposition qui est bonne et qui est constructive, c'est de partager avec nous ces solutions que vous avez très certainement développées. Alors, en ce qui est trait à la stratégie maritime, Monsieur le Président, et ça, j'en aurais pour une demi-heure pour vous en parler, mais je comprends que je n'ai pas ce temps. Ce que je veux dire à la députée, c'est que nous allons nous
concentrer sur des projets qui sont porteurs, c'est-à-dire des projets qui vont susciter de l'investissement privé, qui vont susciter des investissements dans nos régions. D'ailleurs, dans le dernier, et la députée de Saint-Hyacinthe va très certainement se réjouir de ça, nous avons annoncé 3 mesures quand même porteuses dans le dernier budget de M. Laïta, du ministre des Finances. Il y a 30 millions, évidemment, pour l'ensemble de projets qu'on aurait dans les prochains mois, des prochaines années à développer. Un exemple, M. le Président. Madame la ministre. C'est terminé? Rapidement, pour permettre... L'intermodalité entre les escales, ça, c'est un projet qui est porteur. Ça, on va rentrer dans l'arrière-pays pour amener des touristes là-bas. Également, le 30 millions pour l'espace d'Alousie ici à Québec et tout ce crédit d'impôt développé pour permettre que nos bateaux excursions, par exemple, puissent bénéficier d'un levier économique pour aller se faire des radous, comme on dit chez nous, dans nos chantiers maritimes du Québec. Madame la députée, il vous reste 30 secondes. Monsieur le Président, alors juste pour préciser ma question à Madame la ministre, tantôt je parlais du bureau de l'offre touristique. Quand est-ce sa création? C'est quand en fait sa création? Et quel sera le coût de la création du bureau de l'offre touristique qu'il y a dans votre maritime, excusez-moi? En 10 secondes, Madame la ministre. Monsieur le Président, il y a 2 mois, presque jour pour jour, que nous sommes en fonction. Nous sommes en train de déployer notre stratégie maritime et le premier ministre a mis en place un comité ministériel sur le développement de cette stratégie-là, a nommé un ministre responsable et très certainement, en temps et lieu, l'ensemble du déploiement des projets sera connu et rendu public. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais donner la parole maintenant à un membre du gouvernement, Monsieur le député de Pontiac. Est-ce que Monsieur le député Jean Lesage avait terminé tantôt? Vous avez un autre volet? Pas dans le fond. Non, alors, Monsieur le député de Jean Lesage, ensuite Monsieur le député de Pontiac. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, permettez-moi de saluer tout le monde qui est ici aujourd'hui, Madame la ministre, toute votre équipe. Une salutation bien particulière à Monsieur Croteau, qui a été maire de la magnifique ville d'Elmer pendant plusieurs années, qui a fait un travail formidable à ce niveau-là. Mes collègues de l'opposition et mes collègues ici au gouvernement. Madame la ministre, c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui, mais de vous voir de façon plus générale dans le poste que vous occupez maintenant. On lui connaît, Monsieur le Président, toutes les capacités nécessaires pour mener à bien ce ministère en lui donnant une vocation encore plus économique et en tenant compte de l'importance de nos régions et en mettant celles-ci de l'avant dans toutes les délibérations du ministère. Tout d'abord, permettez-moi de prendre cette occasion, puisqu'on a ici tous les hauts dirigeants du tourisme québécois, de parler de ma région. C'est important qu'ils repartent de notre rencontre d'aujourd'hui sensibilisés à l'apport important qu'a et que peut avoir l'Outaouais, Elmer et le Pontiac pour attirer des touristes au Québec. C'est important pour le Québec de façon générale parce qu'on a à nos portes, nous, une population d'environ 1 million d'Ontariens. Des gens qui, de façon générale, sont assez bien nantis, qui ont des fonds disponibles à dépenser dans une région immédiate, qui cherchent des activités familiales et qui cherchent souvent à se déplacer, mais pas trop loin. Et en même temps, Monsieur le Président, à Ottawa, il y a 7,3 millions de touristes qui vont dans cette région-là à chaque année, qui dépensent 1,18 milliard de dollars, que ce soit en hébergement, en restauration, en activité. Et ces gens-là, on peut presque les voir de l'autre côté de la rivière. Alors, c'est à nous de trouver comment les attirer chez nous. Comment faire pour que tous ces gens traversent le pont et viennent en Outaouais? Eh bien, ça ne devrait pas être tellement compliqué parce que nous avons, et là je me permets de faire l'éducation
du député de Champlain. Nous avons, qui j'en suis certain, réévaluera sa position sur les plus beaux comtés du Québec après mon exposé. Alors, je me permets de vous dire qu'on peut attirer ces gens-là et que nous avons les capacités de le faire, car dans le comté de Pontiac, il y a la rue principale à Elmer et le carré patrimonial. Il y a le parc de la Gatineau, où si vous êtes amateur de plein air, vous devez vous permettre une visite au parc de la Gatineau. Il y a le parc des Chutes-Coulonges, il y a nos nombreux terrains de golf, il y a également des événements, et peut-être qu'il m'accompagnera dans un de ces événements cet été, la foire agricole de Charville, les courses de chiens à Bristol et tous les festivals musicaux estivaux de notre région. Alors, à nous de faire connaître notre région, Monsieur le Président, avec, bien évidemment, l'appui des différents paliers de gouvernement, incluant le gouvernement du Québec. Mais là, je m'éloigne un peu du sujet sur lequel je voulais vous interpeller aujourd'hui, Madame la ministre. Je veux parler aujourd'hui de tourisme d'affaires, parce que le tourisme d'affaires, c'est quelque chose qui génère d'importantes recettes dans plusieurs régions du Québec, et ça contribue, de toute évidence, au rayonnement de notre province. Alors, quand on parle de Montréal, évidemment, c'est un incontournable pour le tourisme d'affaires grâce à son accessibilité. Il y a plusieurs vols directs de partout à travers la planète vers Montréal. Montréal a un accueil légendaire, une gastronomie qu'on lui connaît bien, il y a du shopping, il y a des installations d'affaires très appropriées et très bien développées. Alors, ça en fait un endroit prisé pour organiser nos conférences. Qu'on pense à Québec, la Ville de Québec, qu'elle traite d'emmener ses clients, ses partenaires, ses employés à Québec avec son hôtellerie bien unique, son charme européen et encore là, des installations d'affaires appropriées et développées pour recevoir tous ces gens. Mais Québec a aussi ses défis, un climat bien particulier. Des fois, ça prend des connexions un peu difficiles pour venir à Québec. Alors, ce sont toutes des choses sur lesquelles il faut évidemment travailler. Mais aussi, le tourisme d'affaires, c'est le tourisme de nos régions. Quand je pense à mes collègues du centre du Québec ici, qui sont parfaitement situés pour accueillir des entreprises québécoises qui veulent se rencontrer, qui ici d'ailleurs n'a pas été à un congrès politique à Trois-Rivières, à Victoriaville ou à Drummondville. Et encore, je reviens avec l'Outaouais. On pense au Hilton du Lac-Limé, au Château-Cartier dans mon comté et au Palais des Congrès de Gatineau, qui a été complètement rénové au coût de 15 millions il y a quelques années, Monsieur le Président, et qui est aujourd'hui à la hauteur des attentes des gens d'affaires de chez nous et d'ailleurs, mais qui lui aussi fait face à une situation bien particulière. Il fait compétition au Centre des congrès d'Ottawa, qui est situé à moins de 2 kilomètres de notre palais des congrès et qui offre lui aussi plusieurs raisons de s'y installer. Mais de façon plus générale, Monsieur le Président, il y a quelques années, l'Association des professionnels de congrès du Québec, parce que quand on a une industrie aussi vaste, on a évidemment une association des professionnels, avait confirmé que cette industrie du tourisme d'affaires et de congrès avait un apport de 128 millions de dollars. Et ça, c'était réparti sur 1793 événements et congrès. Et donc, qui connaît mieux ces 1793 événements? On peut peut-être arrondir à 1800, disons ces 1800 événements, que nos deux grandes sociétés qui ont le rôle d'attirer ces événements. Et là, je pense au Palais des congrès de Montréal, à la Chambre de congrès de Québec, au Centre des congrès de Québec. Et donc, à mon sens, on a tout, qu'on soit à Montréal, à Québec ou en région, on a tout au Québec au niveau des installations pour réussir, pour assurer la tenue de ces congrès, pour que les gens d'affaires choisissent le Québec. Alors, j'aimerais peut-être que la ministre continue dans cette lancée et nous dise ses plans pour le tourisme d'affaires. Et j'ouvre également la porte, si mes collègues de l'opposition y sont intéressés, à ce qu'on puisse entendre peut-être l'un des PDG que la ministre a mentionné un peu plus tôt, qui sont ici aujourd'hui, à nous parler de comment ils continuent d'attirer ces investissements vers leurs installations. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre. Si l'opposition officielle et la deuxième opposition acceptent, je vais essayer de me discipliner, pas trop parler, parce que vous allez voir que les deux personnes qui m'accompagnent, M. Bouchard du Centre des congrès de Québec et M. Larrivé du Palais des congrès de Montréal, parlent autant que moi. Hein?
C'est des gens volubiles parce que ce sont des gens passionnés qui ont quelque chose à dire et qui ont une belle histoire à raconter, celle du tourisme d'affaires au Québec. Bien entendu, on parle de Québec et de Montréal parce que ça constitue les deux portes d'entrée majeures du Québec, Monsieur le Président, pour les gens qui nous viennent, bien entendu, de l'extérieur. Et les deux centres de congrès, Palais des Congrès, sont vraiment excessivement performants et reçoivent des prix, ils se distinguent et ça, je tiens à le souligner. Maintenant, Monsieur le député qui vient de poser sa question avec brio, je l'invite à aller prendre connaissance et j'invite l'opposition aussi, si ce n'est déjà fait, de prendre connaissance. Vous voyez, il est annoté, c'est le mien, il est un peu bien utilisé. C'est le plan de développement de l'industrie touristique en page 38. Il y a deux portes d'entrée majeures qui sont identifiées et pour lesquelles nous devons prêter une attention particulière, mais nous avons également soulevé, Monsieur le député, la possibilité de regarder le potentiel important que représente une troisième porte d'entrée, soit celle de l'Outaouais, compte tenu, vous l'avez saisi, de sa proximité avec l'Ontario et une partie, bien sûr, états-unienne. Alors ça, c'est important de considérer cela. C'est en page 38. Monsieur le Président, avec votre permission, si M. Bouchard et l'arrivée veulent dire un petit mot, je pense qu'ils apprécieraient grandement pour nous parler du développement économique suscité par les affaires que génèrent ces deux organisations. Alors, ça va me prendre un consentement. Madame la députée, consentement. Alors, j'aimerais que vous vous identifiez et votre titre, s'il vous plaît. Ça va aller. On m'entend bien. Madame la ministre, Monsieur le député, Monsieur le Président. Le tourisme d'affaires... Juste vous identifier avec votre titre, oui, s'il vous plaît. Pierre-Michel Bouchard, PDG de la Société du Centre des congrès de Québec depuis quelques années. Et évidemment, un des acteurs du tourisme d'affaires au Québec, puisque c'est très important. Permettez-moi de vous en dresser un portrait en quelques instants, en quelques traits, et mon collègue Raymond pourra par la suite vous continuer aussi. D'abord, hier à Berlin, les deux sociétés d'État ont été reconnues. Le Palais des Congrès dans les trois finalistes, dans les trois finalistes finaux, excusez le mauvais français. Et le Centre des Congrès a fini 4e ou 5e, on le verra à l'analyse. Donc, sur 400 institutions, je pense qu'on a, au Québec, on a à se glorifier d'avoir deux institutions très performantes. Mais le tourisme d'affaires, par exemple, à Québec, pour une subvention de plus ou moins 14 millions, le Centre des congrès de Québec génère entre 100 et 120 millions par année de revenus, puisqu'il s'agit d'un modèle gouvernemental assez intéressant par lequel nous sommes en sous-traitance et 9 sous sur 10 est retourné immédiatement dans l'industrie privée. Donc, c'est un modèle assez performant. Une parenthèse sur la restauration, pour Madame la députée. Nous avons à Québec un programme où nous aidons dans les mois difficiles. On accorde des sous à des congrès pour aller manger dans des restaurants, un coupon de 50 $ par client. 1400 marchands Loblaws le 28 janvier dernier, et certains restaurants ont fait des meilleures soirées que le 31 décembre. Moyenne de 114 $ par donc, je pense que ça fait partie de notre mission. Le développement à l'étranger, puisque notre mission est surtout de les amener au Québec, de les amener de l'Ontario, par exemple, et de les amener du reste du Canada, les États-Unis et la Nouvelle-Angleterre. Je pense que pour chaque dollar, le tourisme d'affaires était méconnu et un peu noyé dans tout. Il n'avait pas de constitution. Depuis quelque temps, je pense qu'on est de plus en plus considéré parce qu'on s'occupe de faire valoir l'importance de cette ressource. Voilà pour ma part. Je pense que je suis allé à grands traits, mais $1 pour 10, je pense que ça va. C'est mon collègue. Alors, je vous remercie. Cet été, 12 événements internationaux à Québec, c'était dans le journal ce matin. 19 millions de retombées économiques. Voilà. Merci. Alors, je céderai la parole à vous identifier votre titre, s'il vous plaît, en 7 minutes. Je voulais préciser ce que mon collègue P. Michel vous mentionnait. Juste votre nom et votre titre, s'il vous plaît. Raymond Larrivé, PDG au Palais des Congrès de Montréal depuis 4 mois, anciennement un hôtelier depuis 30 quelques années. Alors, je voulais préciser ce que mon collègue mentionnait.
il y avait à Berlin une réunion annuelle de l'Association internationale des centres de congrès du monde. Il a précisé, Montréal est arrivé 3e meilleur centre de congrès au monde, Québec 4e meilleur centre de congrès au monde. Alors, je pense que pour le Québec, Madame la ministre, c'est tout à notre honneur. Je mentionnais aussi, lors des assises au mois de mai à Laval, que Montréal, comme destination, est reconnu à la fois par 2 associations internationales, dont je vous saute les noms, comme étant la destination qui attire dans les 2 Amériques, et du Nord et du Sud, le plus grand nombre de congrès et d'événements internationaux. Et vous allez me dire, plus que Rio de Janeiro, oui, plus que New York, plus que Los Angeles. Et pourquoi? À cause de la qualité de nos infrastructures, à cause des installations, à cause de l'agrandissement qu'il y avait eu il y a 10 ans ou 12 ans au Palais des Congrès. Et quand on parle de subventions, vous le savez très bien, c'est 34 millions de dollars qui servent principalement et strictement à payer la dette et les taxes municipales, pour des retombées économiques de 210 millions cette année et 280 quelques millions qui ont été réservés cette année pour les années à venir. Alors, quand on fait la même équation mathématique, il est clair qu'il y a des retombées clairement identifiables sur l'ensemble de la dynamique touristique à Montréal. Alors, merci, messieurs Larrivée et Bouchard, pour vos interventions. Je céderai maintenant le droit de parole au député de Jean Lesage pour une période il reste 5 minutes 25 secondes. Merci. Alors, mon cher Monsieur le Président, écoutez, j'aimerais vous parler un petit peu puis revoir avec la ministre tout à l'heure le modèle d'affaires de son ministère, d'ailleurs, qui est en cours pour être en mesure d'être établi, pour être capable de respecter naturellement ce qui a été mis en place naturellement dans les gouvernements précédents. Alors, dans son rapport spécial sur l'évolution du solde budgétaire du gouvernement du Québec, publié le 3 juin dernier, le vérificateur général par intérim Michel Sanson a confirmé ce que nous pensions, soit que les finances publiques étaient dans un état bien plus que lamentable et ce que laissait entendre le gouvernement précédent. Le déficit était alors évalué à 3,1 milliards, soit 600 millions de plus, ce qui avait été annoncé par l'ex-ministre des Finances, Nicolas Marceau. Le gouvernement péquiste avait complètement perdu le contrôle à ce moment-là des finances. Ce rapport spécial du vérificateur général a donc confirmé cette impasse dans laquelle se trouvaient les finances publiques. Si aucune mesure immédiate n'avait été prise, le déficit atteindrait 5,9 milliards cette année et 7,6 milliards l'an prochain. Le gouvernement connaissait la situation, mais il a décidé de se mettre un petit peu plus la tête dans le sable. Le statu quo n'était pas donc une option si nous voulions souhaiter avenir à une prospérité pour les générations à venir. Le budget déposé par notre gouvernement le 4 juin dernier témoigne de la volonté du gouvernement de renouer avec l'équilibre budgétaire et dès l'an prochain. Évidemment, pour y parvenir, un effort collectif est nécessaire. Le premier ministre a donc demandé la collaboration de chacun de ses ministres. D'ailleurs, la mise en place sur pied de 2 commissions. La commission sur la fiscalité et celle de la révision des programmes ont été mises sur pied. L'objectif du gouvernement est de revoir l'ensemble des mesures du régime fiscal des particuliers et des sociétés. Du côté du ministère du Tourisme, quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour atteindre, Madame la ministre, ces objectifs? Madame la ministre. Oui, c'est une question franchement importante. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de soulever à la députée de Saint-Hyacinthe ce modèle d'affaires dans lequel, en fait, cette révision dans laquelle nous nous lançons. Je vous dirais avec toute la lucidité avec laquelle on est capable, parce que c'est pas rien, là. Puis je pense que passez-moi l'expression anglaise, le timing est bon pour le faire. Et je suis convaincue que les collègues ici, qu'ils soient du Parti québécois ou qu'ils soient de la CAQ, seront d'accord avec nous de saisir cette occasion qui nous est donnée sur un plateau d'argent pour faire œuvre utile dans le contexte d'une révision des programmes et dans le contexte d'une révision aussi de la fiscalité, parce que, disons-le très franchement, le ministère du Tourisme, c'est pas mal d'affaires. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a beaucoup de monde là-dedans. Il y a beaucoup d'argent aussi. Et
il y a aussi des programmes qui existent. Alors ça, évidemment, ça va intéresser Mme Robillard et son équipe pour regarder au tourisme et sur l'échelle gouvernementale, bien entendu, mais avoir aussi une attention particulière pour le ministère du Tourisme. Est-ce que les programmes que nous avons sur la table actuellement donnent les rendements que nous souhaitons? Est-ce que des programmes qui existaient et qui existent toujours répondent encore à la demande? Est-ce qu'ils sont toujours aussi pertinents? Est-ce que la façon de verser l'argent par le gouvernement du Québec est la meilleure façon actuellement utilisée? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Est-ce que des argents qui sont, des sommes qui sont dépensées par plusieurs personnes le sont de façon efficiente? Je pense qu'on peut se poser ces questions-là et saisir cette opportunité que nous avons. On parle aussi de fiscalité. Nous avons dans nos cartons, Monsieur le Président, des programmes de crédit d'impôt. On a une panoplie de leviers puis d'aides qui sont déployées à la grandeur du Québec. Alors, il faut regarder ça avec toute la lucidité dont on est capable, dans un souci d'en arriver à l'objectif du déficit zéro. Alors, cette démarche que nous entreprenons, tout le monde ensemble, et à laquelle je convie tous les partenaires, soit-ils de l'ATR, des palais des congrès, centres de congrès, intervenant dans le milieu des CLD, etc., pour faire en sorte que nous fassions toujours mieux et avec l'argent dont on dispose. À la fin des courses, à la fin de la journée, là, c'est toujours la même personne au bout du fil. Vous savez, c'est qui, hein? C'est le contribuable. Puis lui, il nous implore, il nous exhorte à faire attention aux deniers publics qu'il nous confie. Et c'est dans cette optique-là que nous allons faire la révision des programmes et de la fiscalité avec beaucoup, beaucoup de rigueur et que nous allons lancer ce nouveau modèle d'affaires. Alors, merci, Madame la ministre. Maintenant, nous passons au bloc, un bloc de 15 minutes pour l'opposition officielle. Donc, je reconnais le député de Bertrand. Merci, Monsieur le Président. Peut-être une petite pensée spéciale pour M. Garon, qui est décédé dans les dernières heures. M. Garon était ministre de l'Agriculture, ministre de l'Éducation, il était maire de Lévis. Alors, c'est un parlementaire aguerri ici à l'Assemblée nationale qui a travaillé sur René Lévesque. Donc, une petite pensée spéciale pour lui ce matin, puis nos condoléances à la famille. Probablement que ça va être souligné demain par le président de l'Assemblée nationale. Pour en revenir à l'étude des crédits, c'est sûr que j'ai vu mes confrères décliner un peu les attraits touristiques de leur région. Moi, je suis dans les Laurentides. C'est bien sûr que lorsqu'on regarde les Laurentides, on parle de pôles touristique attractif extraordinaire avec toute la vallée de Saint-Sauveur à plus de 2 milliards d'évaluations foncières uniformisées. La région de Tremblant avec 2,5 milliards d'évaluations foncières uniformisées. C'est colossal. Il y a beaucoup de mouvements au niveau touristique dans cette région-là, avec le parc linéaire entre Saint-Jérôme et puis Mont-Laurier. Juste pour vous dire, le parc linéaire dans les Laurentides, c'est 1 million de passages touristiques par année avec le cyclisme puis le ski de fond. Donc, c'est gigantesque. C'est sûr que lorsqu'on parle de tourisme et d'hébergement dans nos régions, à travers le Québec, évidemment, on voit pointer aussi de l'hébergement clandestin. C'est un dossier qui est quand même assez chaud. Et puis, ce qu'on appelle l'hébergement illégal. Je sais qu'il y a un comité qui a été mis en place dans les derniers mois sous votre prédécesseur, Madame la ministre, permettez, Monsieur le Président. Un comité qui a été mis en place. J'aimerais savoir, je vais essayer de poser des questions assez rapides pour qu'on puisse en avoir le plus possible. J'aimerais savoir quel est l'avancement. Est-ce que vous êtes un petit peu, là, vous avez des données concernant l'avancement de ce comité de travail et puis quel est l'échéancier final, à quel moment ils devraient déposer leur rapport? Parce que c'est vraiment une problématique importante dans nos régions. Madame la ministre. Moi, je suis un peu sous le choc là, du décès de M. Garon, honnêtement. Merci de nous partager cette information-là. J'ai pas connu M. Garon au moment où il était à l'Assemblée nationale, vous comprendrez bien. Mais j'ai rencontré cet homme-là il y a plusieurs années, bien entendu.
Et quand j'ai fait le métier de journaliste, évidemment, je le croisais. Il était député, pas député, mais il était maire de Lévis. Il n'était pas aimé de tout le monde. Il était aimé de plusieurs personnes, mais il laissait personne indifférent. Hein, Monsieur Cousineau, on peut dire ça. Et c'est un homme, si ma mémoire est bonne, qui est originaire de Saint-Michel-de-Bellechasse. C'est ça, hein? Il est originaire de Saint-Michel-de-Bellechasse. Et si ma mémoire est aussi bonne, il a déjà eu un chalet à Saint-Anselme. Alors, je me remémore ces souvenirs-là avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Un politicien dont on a beaucoup à apprendre, n'est-ce pas? Proche de sa population, un politicien de proximité. On dit qu'il insistait pour faire l'épicerie à chaque semaine. C'est fou, hein? On est un peu comme ça, nous aussi, pour aller à la rencontre de citoyens et citoyennes de son comté. Et d'une élection à l'autre, M. Garon entrait comme député parce qu'il était quelqu'un qui était à l'écoute. Et je me rappelle que mes parents nous disaient, quand on rencontre Jean, alors, mais écoute, c'est une petite tristesse, une grosse tristesse, une grosse perte pour le Québec. J'en profite pour saluer sa famille et leur offrir au nom de tout le monde ici nos sympathies, nos condoléances. C'est un grand dossier que vous soulevez là. C'est un très grand dossier que vous soulevez là. On disait tout à l'heure qu'on veut revoir le modèle d'affaires du tourisme au Québec, puis que il y a de nouvelles technologies, il y a de nouvelles façons de faire, il y a de nouvelles entreprises qui naissent. Les jeunes sont beaucoup sur l'aspect technologique des choses. Les réservations ne se font plus comme elles se faisaient à l'époque. Hein. On prenait le téléphone, puis on appelait. Aujourd'hui, c'est beaucoup sur une base individuelle, par Internet. Alors, les gens sont de plus en plus autonomes, voient les choses de plus en plus différemment. Et c'est un peu dans cet esprit-là aussi, je parlais tantôt, il y a beaucoup d'intervenants en tourisme, beaucoup d'argent, et beaucoup de 85 personnes uniquement dans le CLD qui font du tourisme. Bon, comment on peut rappailler tout ce monde-là, l'argent et ces nouvelles façons de faire-là, puis comment on peut faire avoir une vision commune, puis enligner le tourisme sur de nouvelles bases. Évidemment, quand on parle d'hébergement touristique illégal, ça nous chicote un peu. Et je l'aborde par cette porte de nouveauté en vous disant ce qui est considéré comme hébergement illégal sous-tend aussi, pour des gens qui n'ont pas la certification, pour les gens qui sont carrément illégales, ça existe, là, on s'entend là-dessus. Mais il y a en dessous de ça aussi, ça sous-tend qu'il y a un nouveau modèle peut-être qui se développe, puis qu'il faut observer, analyser, documenter. Ceci étant dit, vous avez raison de soulever que le prédécesseur, monsieur le député de Matane, a mis en place un comité pour regarder c'est quoi qui se passe au Québec là avec ces gens qui louent moins de c'est plus de 30 jours, etc. Il y a des possibilités là, de louer soit son appartement ou son studio ou sa maison ou son chalet, mais tout l'aspect illégal des choses est actuellement observé et documenté par un groupe de travail effectivement qui a été mis en place par votre collègue et il y a un rapport qui va nous être déposé à l'automne et évidemment que je prendrai le temps de lire avec beaucoup d'attention, avec certainement des recommandations. On verra à ce moment-là comment on se gouverne par rapport à tout cet aspect des choses, puis à la documentation qu'on pourra lire à l'intérieur de ce rapport-là. Essentiellement, c'est ça. Monsieur le député de Bertrand. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, on parlait tantôt, on parlait de, vous avez mentionné dans le bloc précédent, qu'il fallait regarder la quantité de nuitées, la quantité de visiteurs lorsqu'on évalue un dossier concernant soit les festivals majeurs ou encore les festivals en région. Je peux comprendre. C'est clair que dans une région d'avoir 150 nuitées, ça a un impact extrêmement important comparativement à 1000 nuitées à Montréal.
Donc, il faut tout prendre ça en considération. Je sais que le ministère, présentement, travaille avec des partenaires à l'élaboration d'un guide d'analyse. Un guide d'analyse pour évaluer, ou du moins pour donner des balises concernant l'évaluation des festivals à travers le Québec. Alors, ma question est de savoir à quel moment, M. le Président, je crois que c'est en septembre ou octobre qu'on doit avoir le dépôt de cette grille d'analyse. Et puis, je ne sais pas si on peut parler maintenant immédiatement de critères, mais lorsqu'on parle de nuitées, puis lorsqu'on parle de visiteurs, c'est une chose, mais il doit y avoir d'autres critères qui entrent en ligne de compte. Alors, est-ce que la ministre peut nous donner un petit peu quelques grandes lignes concernant cette grille d'analyse qui est en préparation présentement? Madame la ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je sens sentir votre malaise un peu quand vous me dites les petits événements, calculer les nuitées. C'est sûr que dans certaines régions du Québec, des petits événements comme le Festival de la Galette à Saint-Lazare ou le Festival Western ou de Saint-Gervais, ça amène pas beaucoup de nuitées. On va se dire les choses très, très sincèrement. Par ailleurs, les gens des tourismes d'affaires ou les autres intervenants en tourisme, comment eux, ils peuvent faire en sorte, dans nos 2 portes d'entrée, puis peut-être une 3e bientôt, comment on peut faire en sorte qu'on prolonge les séjours des gens, puis qu'on leur suggère d'aller dans l'arrière-pays. Je vais l'appeler comme ça avec beaucoup, beaucoup de respect, c'est chez nous aussi. Alors, ça peut effectivement susciter des nuitées qui n'existent pas actuellement, et amener les touristes à venir vérifier et à voir toute la beauté des paysages et ce qui se passe chez nous. Maintenant, sur la question très précise que vous posez, il y a effectivement un guide méthodologique qui sera développé. Et il était grand temps, je pense, qu'on s'y attarde pour faire en sorte que, et parlons des grands événements pour tout de suite, là, ces 150 quelques que nous finançons grosso modo, là, annuellement, il y en a 119 qu'on va financer de mémoire de femmes là, pour l'été et l'automne, quelque chose comme ça. Mais il nous apparaissait important de pouvoir mesurer, même si les organisations sont obligées de transmettre au ministère du Tourisme une étude sur l'achalandage, nous n'avions pas un document qui est en mesure de nous donner les informations concernant les retombées économiques. Alors ça, c'est important de le souligner et il était urgent de s'y attarder et c'est ce que va nous donner comme information ce nouvel outil méthodologique qui est développé par des firmes spécialisées et qui sera mis à la disposition de l'ensemble des événements et festivals au Québec pour qu'on puisse, une fois pour toutes, là, regarder toutes ces organisations-là sur une même base de calcul et d'appréciation de l'événement. Alors, ce qu'on me glisse à l'oreille, c'est si tout va bien, Monsieur le député de Bertrand, peut-être à l'automne, on sera en mesure de pouvoir compter sur cet outil-là. Monsieur le député de Bertrand. Merci, Monsieur le Président. Sur un autre volet, le gouvernement fédéral s'est retiré dans les dernières années de la promotion du tourisme à l'étranger. On l'a vu, ça a eu de l'incidence au niveau des Américains. Il y a eu une baisse d'achalandage des visiteurs américains dans les dernières années. Et puis, ma question, elle est très simple à la ministre. Est-ce qu'elle entend rencontrer ses homologues fédéraux pour essayer de voir si certains programmes vont être rétablis ou si il va y avoir une plus grande collaboration en ce qui a trait par la Commission canadienne du tourisme, en ce qui a trait à la promotion du tourisme, faire la promotion des provinces à travers les États-Unis et les pays étrangers. Madame la Présidente. Madame la Présidente, oui. Madame la... Moi, je veux bien présider. Déformation. Madame la Ministre, ça fait 2 fois que je vous interpelle comme ça.
Alors, il reste 3 minutes. Monsieur le Président, il n'y a pas d'offense. Il y a des choses bien plus graves que ça dans la vie. C'est une bonne question que pose le député de Bertrand. Puis effectivement, tous les partenaires sont importants. Tous les sous qui sont investis le sont tout autant pour faire en sorte qu'on ait les moyens de nos ambitions. Tantôt, je parlais de 7 millions de plus de visiteurs, 7 milliards de plus de retombées, 50 000 nouveaux emplois. Ben, ça se fait pas en criant ciseaux. Ça se fait avec des actions, ça se fait avec des plans d'action, ça se fait avec un plan de développement de l'industrie touristique, ça se fait avec des moyens. On comprend que les moyens sont limités. Je pense que ça a été assez dit ici ce matin qu'il faut gérer l'argent avec rigueur et sérieux. Maintenant, est-ce que le gouvernement fédéral peut faire un tour de roue supplémentaire? Est-ce qu'il peut s'investir davantage? C'est très certainement des sujets que nous aurons à discuter lors de notre passage à Charlottetown, je pense au mois de septembre, si ma mémoire est bonne, où là, il y aura une conférence provinciale fédérale sur cette question-là. Président, dernière question. Il reste 2 minutes, oui. Allez-y, Monsieur le député de Bertrand. Peut-être une dernière question concernant le stade olympique. Je me souviens très bien, il y a quelques mois, la députée de Soulanges avait posé une question ici même en Chambre au ministre du Tourisme, à savoir quelle était sa priorité concernant le toit du stade olympique. Et puis, donc, elle avait pressé le ministre à ce moment-là de donner un échéancier. Alors, je vous relance la même question, Madame la ministre, vous permettez, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez un échéancier concernant le toit du stade olympique? Parce que, on sait que ce toit-là se détériore non pas d'année en année, mais de semaine en semaine. Alors, j'aimerais savoir si vous avez un plan de match concernant le toit du stade olympique à Montréal. Absolument. Madame la ministre, 1 minute. Oui, bien absolument, Monsieur le député. C'est une question importante que vous soulevez. Je paraphraserai le premier ministre qui nous disait il n'y a pas si longtemps, il faut trouver la meilleure solution au meilleur coût pour le payeur de taxes, entendons par là le contribuable. Évidemment, le plus vite possible, qu'on en arrive à une solution, à un plan de match, effectivement, mais tout ça est en cours actuellement. Je devrais normalement recevoir au courant de l'automne un rapport de l'état des lieux et quelques propositions d'enlignement pour le toit du stade olympique. Le stade olympique qui est, rappelons-le, un produit d'appel pour le Québec, mais en particulier pour Montréal, et un équipement très certainement au potentiel immense. Et c'est ce genre de considérations qui vont nous guider dans la prise de décision, étant entendu aussi que la capacité de payer du contribuable québécois sera très certainement dans les premières considérations, mais tout aussi important sera la sécurité des visiteurs pour cet équipement sportif, et ça pourra nous permettre, bien entendu, d'augmenter les recettes générées par les activités du parc olympique. Merci, Madame la Présidente. Je vais maintenant, c'est une déformation professionnelle, Madame la Ministre. Alors, merci, Madame la Ministre. Donc, je vais reconnaître maintenant le député de Masquinongé pour un bloc de 18 minutes, un dernier bloc. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, à mon tour, ce matin, je saluerai le député de Bertrand, ma collègue de Saint-Hyacinthe, le député de Johnson, ainsi que mes collègues du côté du gouvernement, sans oublier la charmante présence de la ministre du Tourisme. Et vous me permettrez à mon tour de souligner la présence de la sous-ministre, Mme Giguère, qui est native de ma circonscription et dont je connais plusieurs membres de sa famille qui œuvrent activement au développement économique du beau comté de Masquinongé et de la région de la Mauricie. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, et mes collègues ont fait un peu leur chauvin en parlant de leur circonscription. Donc, je me permettrai à mon tour de vous parler de la belle de côté. La belle d'à côté est bien effectivement la Mauricie. Donc, la Mauricie est une appel touristique importante pour le Québec. On n'a qu'à penser aux nombreux événements majeurs, soit le Grand Prix de Trois-Rivières, le Festival Western de Saint-Tite, le Festival international de la galette de Sarrazin, le Festival de la truite mouchetée, sans oublier les événements déjà mentionnés par mon collègue de Champlain précédemment. J'aimerais aussi parler des produits d'appel touristique international dont ma circonscription a une jouissance de plusieurs de ces installations, soit l'hôtel Sakakomi, l'auberge Baluchon, la pourvoirie du Lac-Blanc, et sans oublier, bien sûr, les pourvoiries dans la Haute-Mauricie.
J'aimerais aussi parler ou sensibiliser les gens aux événements touristiques de plus petite envergure dans chacune de nos circonscriptions, soit les petits festivals et tout ça, qui sont des événements souvent primordiaux pour l'essor économique d'une région ou d'une circonscription. Vous savez, Monsieur le Président, à l'instar de mes collègues, je suis très, très fier de ma circonscription et je sais que la ministre est une personne sensible au développement des régions et surtout au développement des produits d'appel touristique en région. J'ai pu discuter à de nombreuses reprises avec la ministre sur ce sujet qui me touche particulièrement, soit le développement des petits, soit des circuits agrotouristiques dont la députée de Saint-Hyacinthe a parlé tantôt, soit les petits événements en région. Moi, je vais vous donner l'exemple d'un joyau touristique qui est les fermes de la Nouvelle-France dans mes circonscriptions. Monsieur Robitaille me fait un grand sourire, un dossier où il a été très sensibilisé à l'époque où il était au ministère. Ce dossier avait pris forme sous notre ancien gouvernement, donc dans les années 2010-2011, la construction d'une ferme qui regroupe vraiment tout le produit d'appel touristique, le produit, si on veut, d'appel touristique rural. Sans plus tarder, j'irai un petit peu plus dans le vif du sujet ou dans le vif de la question. La députée de Saint-Hyacinthe, tantôt, a abordé la stratégie maritime, et oui, effectivement, nous avons le privilège au Québec d'avoir un magnifique fleuve qui arpente ou qui sillonne, si on veut, tout le Québec au complet. Et la Mauricie a l'avantage d'avoir un port comme le port de Trois-Rivières, mais aussi la majorité de ces villes est bordée par le sud le sud de la Mauricie, excusez-moi, est bordée par le fleuve Saint-Laurent. J'aimerais vraiment que la ministre ce matin nous parle vraiment selon sa vision et selon la vision du ministère, tout le potentiel que le fleuve Saint-Laurent et tout l'estuaire au niveau touristique. Alors, Monsieur le Président, si vous me permettez, j'aimerais que ma collègue, la ministre, nous explique davantage tout le potentiel touristique lié à la mise en valeur de l'estuaire du Saint-Laurent. Merci. Alors, merci, Monsieur le député. Madame la ministre. Merci beaucoup pour la question. Ça ne m'étonne pas que ce soit ce collègue qui soulève toute cette question du fleuve. Lui, dont la circonscription et la région est aux abords du fleuve Saint-Laurent, et pas très loin de je ne sais pas si je le dis correctement, mais de la biosphère du lac Saint-Pierre. Bon, voyez-vous, regardez là. On commence à bien connaître nos lieux au Québec. Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter, la stratégie maritime, c'est une priorité gouvernementale. Alors, on va s'y affairer avec toute la vigueur dont on est capable, parce que le fleuve, on a la chance d'avoir ça au Québec, c'est un joyau patrimonial, disons-le, là, exceptionnel, naturel. C'est 4000 kilomètres, grosso modo, ça traverse 16 régions, 53 MRC, on pense pas à ça, hein? 53 MRC, c'est le 3e plus long fleuve en Amérique du Nord et le 17e plus long au monde. Alors, on a une chance inouïe que ce soit chez nous qu'il coule. Et ça représente 10% de la réserve mondiale d'eau douce. Alors, ça, c'est une chance vraiment exceptionnelle. Vous dire, Monsieur le Président, qu'on a commencé à s'intéresser, à parler du potentiel fluvial au Québec assez sérieusement aux alentours des années 2005-2010, où là, il y avait un contexte, et c'était de mémoire M. Bachand, qui était à ce moment-là ministre du Tourisme, si ma mémoire est bonne, l'ex-ministre des Finances pour notre gouvernement. Il y avait un tourisme américain qui était plutôt en baisse, mais en même temps qu'il y avait cette situation-là, nous avions en même temps 2 escales au Québec, Québec et Montréal, qui recevaient des croisiéristes internationaux, mais essentiellement en provenance de Boston et de New York. Et considérant tout le potentiel année après année que cette industrie suscite, il est venu, bien entendu, aisément à l'idée du ministre à l'époque et de ses collaborateurs de faire en sorte de mousser davantage cette industrie-là. D'où, à ce moment-là, un contrat donné à une firme pour faire la cartographie, si vous voulez, du Québec en termes de ce que pourrait représenter la configuration d'escale au Québec. L'histoire, on la connaît. On en est maintenant avec 9 escales pour lesquelles le gouvernement du Québec a réservé des sous, chez lesquels on a investi beaucoup d'argent justement pour y aller d'infrastructures,
parfaire l'accueil, former le personnel. Alors, c'est aujourd'hui un circuit franchement dépareillé que nous avons pour accueillir des croisiéristes internationaux. D'autre part, il fallait aussi consentir de l'argent, mais aussi de l'énergie pour développer des activités dans chacune de ces escales-là. Savez-vous pourquoi, Monsieur le Président? C'est parce que la deuxième source de revenus pour les bateaux internationaux qui débarquent dans nos escales, ce sont les excursions. Alors, non seulement on développe des excursions pour nos croisiéristes, mais en même temps, ce sont bien entendu des services qui profitent à la population locale. Maintenant que nous sommes forts de ces escales qui sont en place, ces 9 escales, il y en a 6, celles que nous avons développées dans l'espace de 2005-2006, et on ajoute maintenant Montréal, Trois-Rivières et Québec. On se positionne et on se demande quelle est la suite des choses. Bien, on réinventera pas le bouton à 4 trous. Hein? Ça marche, les croisières. Les escales sont bien positionnées. Elles ont de bonnes infrastructures. Nous avons, au cours des dernières années, développé une offre touristique et culturelle assez majeure. Il y a des musées qui ont vu le jour à Sept-Îles, notamment grâce aux deniers publics. Ça a suscité des investissements privés dans ces localités-là. Maintenant, ce qu'on se dit, Monsieur le Président, c'est comme le tourisme international est disponible, comme les croisiéristes augmentent d'année en année et comme nous accueillons de plus en plus de bateaux venant de l'étranger et plus uniquement de Boston ou de New York, nous devons continuer, me semble-t-il, de consolider cette industrie et c'est ce que nous allons faire, Monsieur le Président. Je ne sais pas tantôt si j'ai donné ces chiffres-là parce que je parle beaucoup, je dis beaucoup de choses, mais dans l'espace des dernières années, Monsieur le Président, les croisières internationales, là, c'est carrément en explosion. Dans le bon sens du terme, on accueille à peu près 320 000 personnes. Avez-vous une idée de ce que ça représente quand ces gens-là débarquent en région dans une des escales? Ça, c'est de l'argent neuf. Saguenay. Croisière fluviale, Monsieur le Président, 52 000. Observation des mammifères, 275 000 visiteurs. Ça, c'est essentiellement l'observation des mammifères. Vous me corrigerez, Madame la sous-ministre. C'est essentiellement dans le parc marin du Saguenay. Alors, voilà une manne qui arrive, et je suis allée les visiter, ces gens-là, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, quand je suis allée faire donner le coup de départ de l'événement Pierre Lavoie, je suis allée rencontrer les gens du port là-bas, des gens là, dévoués, dépareillés, qui ont le sourire jusque-là et qui sont de bonne humeur. Pourquoi? Parce que ça rapporte, puis ça a redynamisé aussi cette partie de cette région. Maintenant, Monsieur le Président, nous voulons continuer sur cette lancée-là, continuer à consolider cette industrie. Maintenant, on va faire un pas de plus. Tantôt, j'ai parlé d'un 30 millions annoncé dans le budget. Il y a un 31 millions également pour la place d'Alousie pour mieux encore accueillir les croisiéristes internationaux qui débarquent à Québec. On va donc investir dans des circuits. On va investir aussi dans l'intermodalité. Comment, entre routes, bateaux et autres moyens de transport, on peut passer de l'un à l'autre quand on a des visiteurs au Québec. Comment je fais, moi, s'il y a des croisiéristes à Québec, pour amener ces gens-là à Bellechasse, par exemple, ou ailleurs à Port-Neuf, visiter un attrait touristique, peut-être les garder une journée, leur faire faire une activité particulière. C'est aussi la vision que nous avons de développer de nouveaux produits touristiques, de nouveaux attraits touristiques. Et je sais, Monsieur le sous-ministre Dubé, que la CEPAC a des projets dans ce sens-là. La CEPAC qui est très performante, c'est une société d'État au Québec qui est très performante, qui a de bonnes idées, on sent qu'il y a du génie dans cette organisation-là et ça se voit quand ils sont à développer de nouveaux produits. Alors, c'est bon pour les régions, c'est bon pour le tourisme, c'est bon pour attirer de nouveaux visiteurs étrangers, notamment cette stratégie maritime. C'est tellement bon, Monsieur le Président, que le Premier ministre du Québec a décidé de nommer un ministre responsable de cette stratégie-là, qui est le député de Rivière-du-Loup. Et c'est tellement bon aussi qu'il a demandé à une dizaine de ministres, dont je suis, de faire partie d'un comité ministériel dont la seule et unique mission
est de développer cette stratégie maritime et de la déployer à la grandeur du Québec, parce que ça, c'est de l'économie, parce que ça, c'est de l'argent neuf et parce que ça, c'est des emplois un peu partout et que nous en avons fait une priorité. Je vous remercie, Madame la ministre. Alors, je reconnaîtrai maintenant le député de Laval-des-Rapides. Oui, bonjour, Monsieur le Président, merci beaucoup. Dans le dernier budget du député de Darcy McGee, non, c'est dans le dernier budget du ministre Létard, le ministre des Finances a annoncé la relance du Plan Nord. Comme vous le savez, ça fait partie de notre plateforme électorale. Et juste pour l'année 2014-2015, il est prévu d'injecter 63 millions dans le fonds du Plan Nord. Cet argent servira notamment à financer des travaux d'infrastructure tels que le prolongement de la route 138, la réfection de la route de la baie James ou encore celle de la route 389 sur la Côte-Nord. Le Plan Nord sera mis en branle avec la participation des communautés locales et autochtones. Et en fait, c'est un vaste chantier qui s'effectuera dans une optique du développement durable. Mais il n'y a pas que les communautés locales qui profiteront de ce projet d'avenir. Celui-ci se traduira par des retombées économiques pour l'ensemble des régions du Québec. Des gens d'un peu partout en province y travailleront et plusieurs PME y contribueront en fournissant des matériaux et de la main-d'œuvre, ce qu'on appelle également le Plan Sud. Un volet touristique fait également partie de la stratégie nordique de notre gouvernement. D'ailleurs, une somme de 3,2 millions a été annoncée dans le dernier budget pour développer ce secteur. Monsieur le Président, j'aimerais que la ministre puisse nous expliquer ou nous répondre. J'aimerais savoir de quelle façon elle entend utiliser et j'aimerais vous entendre sur l'utilisation que votre ministère compte faire de cet argent et de ce budget additionnel. Merci. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre, il vous reste 4 minutes 30 secondes. Ça, c'est très ingrat, ça. 4 minutes pour parler du Plan Nord. Quel beau projet pour le Québec. Un des plus beaux qu'on ait eu à présenter depuis les dernières décennies. Honnêtement, là, et c'est tellement dommage. Puis là, je vais me permettre un petit commentaire, peut-être négatif, que le Plan Nord n'ait pas survécu sur l'ancienne administration, qui a été mis sur respirateur artificiel, malheureusement. C'est la seule critique que je vous formulerai, parce que je vous estime beaucoup. Mais nous avons donc décidé de reprendre ce dossier-là, Monsieur le Président, et de le mener de main de maître pour faire en sorte que ça donne les résultats qui étaient escomptés. Puis ça, on va y arriver, je peux vous le garantir, parce qu'on a une équipe dédiée en arrière de ce projet-là, un premier ministre qui est convaincu. On a un comité ministériel, encore une fois, sur lequel je siège, qui est dédié à cette question-là. On a un bureau de commercialisation qui fera le pont entre le Sud et le Nord, c'est-à-dire les besoins du Nord, comment le Sud peut nous aider pour que les retombées économiques soient, oui, effectivement, pour le nord du Québec et ses communautés qui vivent là-bas, mais aussi que le Sud puisse tirer son épingle du jeu avec le Plan Nord. Il y aura une société qui sera responsable de tout son déploiement pour que ça se fasse de façon intelligente et de belle façon, dans le respect des communautés qui y vivent et dans le respect du développement durable, Monsieur le Président. C'est 72% du territoire du Québec, tout le monde le sait. À l'époque, c'était 80 milliards d'investissements. C'était 20 000 emplois qu'on voulait créer avec ce projet fantastique qui a fait rêver le monde entier. 20 000 emplois par année, alors c'est pas rien. Jusqu'à maintenant, au niveau du ministère du Tourisme, Monsieur le Président, nous avions je vous le dis de mémoire, la stratégie de développement au nord du 49e parallèle. Ça ressemble à ça. Et nous, on prend ce travail-là parce que c'est un travail qui a été bien fait. On va relancer, réactiver cette stratégie-là pour en faire le volet touristique du développement du Plan Nord. Déjà, jusqu'à maintenant, vous dire qu'il y a 38, près de 40 projets qui ont été développés pour une somme d'investissement de 7,8 millions de dollars. Ça a généré, grosso modo, 50 millions au total. Alors, c'est vous dire que d'investir dans le Nord, c'est très, très, très payant. On dit que pour chaque dollar qu'on investit dans le Plan Nord, ça rapporte quelque chose comme 6 dollars. Alors, tu sais, ça suscite de l'investissement privé. Le gouvernement du Québec en met, mais le privé également crée de la richesse en investissant de son côté également. Ce que nous voulons faire essentiellement, c'est d'investir dans les infrastructures, dans la formation. Ça, c'est essentiel dans la formation. Comment on accueille les gens? Comment on aborde les gens? Comment on en prend soin?
quand la visite arrive. D'autant plus que dans le Nord, c'est particulier, c'est pas le même contexte, ce ne sont pas les mêmes équipements. Alors, il faut avoir cette formation auprès de nos gens, puis ça, évidemment, ça va créer de l'emploi dans nos régions nordiques. Il faut être conscient aussi que ça prend un accompagnement qui est particulier. Ça prend aussi de la modulation, ça prend de l'adaptation dans nos programmes pour répondre aux besoins de ces communautés fantastiques, formidables, que j'ai eu la chance de visiter quand j'étais ministre des Services sociaux, qui vivent au nord du 49e parallèle. Nous voulons aussi, Monsieur le Président, faire en sorte que nous puissions goûter aux saveurs et aux terroirs des nations autochtones au nord. Monsieur le Président, on va travailler très, très fort et sans relâche pour faire en sorte que ces clientèles qui sont friandes de visites dans l'Arctique, dans le Nord, il y en a, ils dépensent des fortunes. J'ai pas la liste devant moi, mais de pays qui sont visités. Donnez-moi donc un pays nordique là, qui est la Finlande, mais en tout cas, c'est en plein développement. Alors, il faut absolument, nous aussi, aller chercher notre part du gâteau dans ce sens-là. Et on va travailler très fort, Monsieur le Président, également, pour faire du Plan Nord une destination de classe mondiale. Puis on va le faire de façon intelligente et respectueuse des communautés et de l'environnement. Merci, Madame la ministre. Est-ce que j'ai d'autres temps encore? C'est terminé. C'est dommage. Alors, le temps alloué à l'étude des crédits du volet tourisme étant écoulé, nous allons maintenant procéder à la mise aux voix. Ainsi, le programme 1 Tourisme est-il adopté? Sous-division. Et l'ensemble des crédits budgétaires du portefeuille tourisme pour l'exercice financier 2014-2015 est-il adopté? Sous-division. Merci. Alors, en terminant, je dépose les réponses aux demandes de renseignement de l'opposition et la Commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures afin d'entreprendre l'étude des crédits du volet économie, innovation et exportation. Merci.